Les règles du jeu, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça sert à rien de faire le vieux mec réac. Tu veux plus jouer, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de jouer. J'arrive, 2h du matin, ils sont en train de tourner un clip dans un TX au Sénégal avec un de ces artistes 9 de I Africa. Et je rencontre Cop. Quand t'as signé, est-ce que t'as eu peur de te dire Bélec après j'ai une embrouille avec lui ou... Toi, t'es encore dans le truc, tu dois le faire. Donc tu dois te comporter comme un mec qui doit encore le faire. Totalement. Moi, quand j'ai signé chez 9 de I, j'ai reset, mec. J'ai reset mon mindset. J'ai jamais fait de la musique pour plaire à mes potes. Et j'ai fait des choix artistiques que eux-mêmes aimaient pas. Avant, la concurrence, elle était avec les artistes. Aujourd'hui, un artiste, il doit se taper avec les influenceurs. Merci, C'est vrai, hein. merci. Et je me suis retrouvé des fois en session avec des gens qui avaient tout, mais n'avaient rien au fond d'eux. La différence avec Cop, c'est que vu qu'il est encore artiste, les histoires qu'il peut avoir en tant que producteur, en fait, elles deviennent publiques. Est-ce qu'il ça va ou quoi? Yes, ça va et vous les gars, tranquille. Ouais, ça va, ça fait plaisir de te recevoir comme ça. De fou, mec. Ouais. De fou. Surtout que là, je crois que c'est le premier vrai format où tu te poses et on va prendre le temps de pouvoir parler de ton histoire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourra revenir. Il y a des Quand on, choses se à dire. penche, quand on se pense sur toi, on se rend compte qu'il y a... En fait, t'as une enfance assez difficile, t'as beaucoup de choses à Pause, raconter. t'as dit qu'on se pense sur toi, on va pas trop se pencher non plus. Tu sais. Donc, quand on s'intéresse à ta carrière et à ta vie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ça va être l'occasion, quoi. Ouais, de fou, de fou. Ouais. Après, enfance difficile, je sais pas, mais T'as été particulière. challengé, on va dire. Particulière. Ouais, de fou. C'est particulière, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, t'es un 94. Moi, j'ai Ouais, vu ça. C'est dingue. Exactement, frère. Tu vois, parce que ça m'a pas rajeuni, parce que moi, je pensais qu'on avait le même âge. Ah Je ouais. suis un 90, frère, Ok. à côté. Donc, c'est vraiment Ça une passe dinguerie. vite, mec, en tout cas. Hein. Ouais. Le temps passe très, très vite, c'est abusé. C'est ouf. Et donc, du coup, t'as grandi où? J'ai grandi à Paris, dans le 12e, Ouais. la première partie de ma vie. Ouais. Et après, du jour au lendemain, mec, j'ai grandi avec mes frères et sœurs au quartier de la Ligre. Ouais. Donc c'était un peu particulier en fait, si tu veux. On avait un appart où il y avait aussi maison, oncle et tout. Ouais. Et j'ai grandi du coup avec ma mère, qui est tunisienne. Ouais. Première partie de ma vie, donc j'ai une éducation. Mes grands frères, ils étaient un peu absents. Ils venaient, tu vois, par coup de vent, on va dire. Ouais. Donc j'ai vraiment essentiellement grandi avec des femmes en fait. Ok. Des femmes tunisiennes qui bossaient, qui avaient la rage de s'en sortir. Mhm. Donc mère célibataire. Idem pour mes grandes sœurs. Et moi, je suis le petit dernier, si tu veux. Mhm. Je viens d'une famille de 5 enfants et je suis vraiment le petit dernier. On a un énorme écart, tu vois, avec mes frères et sœurs. Genre, j'ai une sœur, mec, elle a presque 60 ans, tu vois. Ok. Ouais, Ah tu vois. D'accord. Ouais, j'ai une sœur qui a 55, tu vois. Donc en fait, c'est un peu particulier. Ma sœur aînée aurait pu être ma mère, en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, et ma mère, ça aurait pu être ma grand-mère, tu vois. Ouais. Donc C'est dingue. j'ai grandi une première partie là, et du jour au lendemain, frère, un jour, j'allais à l'école à Gare de Lyon à l'époque, Ouais. en primaire là-bas, et du jour au lendemain, j'ai su ce qui s'est passé après, mais au début, j'étais pas trop conscient, parce que t'es petit et tout, je suis allé comme si j'allais à l'école, et ma grande sœur, elle avait des valises et tout, elle m'a dit, ouais, tu vas partir vivre chez ton père, et mon père, il était en région Rhône-Alpes, et j'ai débarqué là-bas, frère, du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul avec mon père, j'ai pas revu ma mère pendant 4-5 ans, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Wow. T'avais quel âge à ce moment-là? Et là, j'étais au début de mon adolescence. Genre, tu vois, 12 ans, au tout par là. début, ouais, exactement. Et je me suis retrouvé là-bas. Et la région, elle était bien et tout, mais c'était très différent, quoi, tu vois. Et je me suis retrouvé, en fait, solo avec mon père. Mon père, il avait trouvé du taf là-bas. C'était en région frontalière, tu vois. Et son frère, à l'époque, il avait un plan là-bas pour travailler. Il était serveur. Et donc, il a bossé là-bas. Donc, la nuit, il travaillait beaucoup de nuit et tout. Donc, en fait, très tôt, si tu veux, je me suis retrouvé solo. Vivre à toi-même, Tu d'un vois, coup. Ouais. solo à réfléchir sur la notion de manque, tu vois, de trucs comme ça. Et ça m'a fait un peu bizarre, en fait. Parce que ça doit être dingue. Parce que j'allais te dire justement, étant donné que t'as une sœur qui a aujourd'hui presque 60 ans, que vous Ouais. avez un vrai écart et que t'es le plus jeune, on pourrait se dire que t'as été chouchouté parce que t'avais beaucoup de grandes sœurs autour Ouais. de toi ou quoi, mais finalement tu t'es retrouvé seul très tôt. Ouais, mais au début, j'avais cette position de petit dernier avec mes sœurs Ouais. et tout. Et tu vois, moi, je voyais le truc, même mon grand frère, tu vois, je vivais des choses à travers eux, tu vois. Mhm. Donc j'avais cette position-là. Mais très vite, si tu veux, ça a tourné dans un truc où j'ai débarqué là-bas, un peu dans une nouvelle vie et tout. Et c'est vrai que quand j'ai débarqué là-bas, les gens, ils avaient leurs deux parents. Tu vois, je me positionnais, tu vois, par rapport à eux, tu vois, leur vie et tout. Et moi, c'était pas pareil, tu vois. Et vu que j'étais jeune, tu sais, au début, ils comprennent pas, les gens, ils vont pas te demander, je sais pas, elle est où ta mère, elle est où ton truc et tout. Donc,
Par exemple, les gens que j'ai rencontrés durant cette période, ils connaissent pas ma vie d'avant. D'accord. Ils connaissent même pas forcément que je viens de Paris et tout, machin, tu vois. Eux, ils sont persuadés que toute ma vie, j'étais là-bas, machin. Mais moi, mon père, il était en mercenaire là-bas. En fait, il était en mode serveur et il faisait de l'oseille dans la région parce qu'il y avait de l'oseille à faire. Et c'est Il tout, allait tu en vois. Suisse. Ouais, exactement, tu vois. Mmh. Il faisait ça. Et moi, je me suis retrouvé là-bas aussi. Et après, c'est cool, tu vois. J'ai pris mes marques, je me suis adapté. Après, je suis parti à Lyon. Et on va dire, après 4 ans là-bas, ça a renoué le contact et tout avec ma mère et tout. Mon grand frère, il est parti. Lui, il pouvait plus aller à Paris, Île-de-France et tout. Donc, il est parti dans le sud. Donc, ça s'est calmé et tout. Et à partir de ce moment-là, tous les week-ends, les vacances et tout, j'allais chez ma mère à Paris, tu vois. Et c'est là où j'ai repris contact avec mes anciens, mes cousins, mes anciens potes de Paris et tout, du 12e et tout. C'est à partir de ce moment-là où j'ai repris contact. Mais j'étais pas tous les jours dans le 12, tu vois. C'est pour ça qu'il y a même des fois, déjà, ils disent, ouais, mais 12e, je comprends pas quand on était jeune et tout. Mais ouais, mais moi, je suis parti tôt, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai bougé. Après, j'ai fait mes études aussi à Lyon. Après, mais j'ai toujours eu un contact avec Paris. Et Paris, c'est ma source première, tu vois, vraiment première. Mais j'ai aussi cet épisode-là de ma vie où c'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et des fois, t'as vu, il y a l'incompréhension. J'ai cru que tu venais de là-bas. Moi, j'ai cru que nanani, nanana. En fait, non, voilà, l'histoire, elle est comme ça. Mais je l'ai jamais expliqué. J'ai jamais pu l'expliquer en vrai. Mais c'est le moment. C'est le moment. J'ai jamais pu vraiment l'expliquer. Et après, bah, forcément, quand tu vas là-bas, tu gardes aussi des attaches avec certaines personnes. Donc, j'ai eu des potes, j'ai eu des meufs. Donc, je revenais aussi le week-end. Donc, truc. Donc, Des les gens meufs, m'ont c'est vu un important peu de le partout, dire. tu vois. Et c'est à quel moment que le hip-hop, le rap, cette culture rentre dans ta vie, tu vois? Ouais. Et tu découvres avec quoi? Parce qu'on aime bien savoir les débuts, c'est marrant Ah, c'est souvent. vraiment avec mon père. Hein. Ok. Ouais, vraiment avec mon père. NTM, IAM, tout Bah ça, ouais. là, tu disais. Parce que lui, mon père, en fait, c'était un fan de rap et de variété française. Ok. Donc moi, en fait, quand je débarque là-bas, lui, il fait quoi? Parce que mon père est spécial, frère. Je sais pas comment dire, mais c'est une relation avec mon père qui est plus grand frère aussi, tu Ok, vois, je dans ce capte. truc-là. Donc il avait une éducation un peu spéciale, frère, tu vois. Moi, j'ai toujours assuré et tout à l'école, mais c'était en mode aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'y vais pas. Tu vois, c'était. Ah, il va pas te. Mais non, pousser. parce qu'à côté, je ramène les notes, parce que c'était une éducation responsable. Hmm. Tu vois, ça veut dire tant que t'as les notes, tant que t'as les trucs. Lui, il avait des jours de congé en pleine semaine. Donc sinon, je le vois pas de la semaine. Tu vois, il travaillait en horaire de coupure et tout. Il faisait des services. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, si je veux le voir et tout. Et lui, il allait beaucoup en festival. Et c'est comme ça que j'ai fait le Suprême NTM Tour à l'âge de 10 piges. Ok. Il allait au Paléo Festival. J'allais avec lui sur ses épaules. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme ça, frère. C'était vraiment totalement différent que l'éducation avec ma mère, tu vois. Ouais, donc du coup, t'es rentré dans le... Ah, ok, j'ai capté. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et là, je viens de comprendre, à 30 ans aujourd'hui, qu'en fait, ça a commencé avant même, c'est quand je suis arrivé dans cette région-là, parce que tout ce qui transparaît dans ma musique, la nostalgie, la mélancolie et tout, c'est quand même assez présent. C'est très présent, ouais. Et en fait, c'est parce que depuis petit, je me posais mille et une questions, mec. Tu vois. Et j'ai cherché à me comparer. Je sortais avec des meufs là-bas. J'ai eu une meuf, je suis resté longtemps avec elle et tout. Et je voyais sa vie, tu vois, genre les deux parents, c'était carré, c'était truc. Donc je me suis construit comme ça, mec. J'ai essayé de me façonner, de trouver une place un peu, tu vois, dans ce truc-là. Ouais, tu sais chercher, de trouver des réponses, en fait, à ta Tu vois. situation. Ouais, Voilà. ouais. Et j'ai compris après, avec le temps, que c'est pas forcément que c'était difficile, c'est pas forcément que c'était pas bien, mais c'était différent. Hmm. Donc je pense que mon parcours, il doit être différent, en fait. C'était presque obligatoire, mec. Et même dans ta musique, tu le dis toi-même que tu représentes pas vraiment un endroit Ouais. et que t'es. En fait, tu as recréé un univers qui te ressemble. Exactement. Et en fait, lorsque tu racontes un petit peu ton histoire entre Rhône-Alpes, Lyon et Paris, on comprend en fait pourquoi c'est difficile pour toi de dire ok, je représente cet endroit-là, ce lieu-là en fait. Ouais, de fou. Ça a toujours été ça. Après, je l'ai beaucoup fait parce que quand je suis revenu à Paris, j'ai sorti une série de mixtapes qui s'appelait Port Doré. Ouais. Et c'est vraiment des mixtapes voilà, qui ont été faites dans le 12e, quand je suis retourné vivre avec ma daronne, au Briques Rouges. Enfin, tu vois, c'était vraiment, il y avait cet univers-là. Donc, moi, je rappe et je chante ce que je vis. Je peux pas mentir. Ça veut dire qu'à un moment, si là, je suis sur Paname, je suis dans le truc Paname, je vais te la vendre comme ça. Tu vois, je suis dans ce truc-là. Donc, en fait, moi, et j'aime essayer de voir plus loin qu'un code postal, un truc, tu vois. Je suis super fier de... Tu choisis pas l'endroit où tu nais, tu choisis pas tes origines, mais par contre, tu peux choisir de créer, tu vois. Et moi, je suis fier de ça, frère. Je suis fier de ce que j'arrive à créer et tout. C'est ça qui me rend fier, perso. Et c'est ça que je veux revendiquer, en fait, plus que de là d'où je viens ou je viens pas. Ouais, non, c'est clair. Mais tu parlais de la mélancolie tout à l'heure dans ta musique. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'écoutais ton album, en fait. Et j'avais jamais pris le temps de vraiment plonger dans un de tes projets, tu vois. Et là, je l'ai fait.
Et mais je crois que je l'ai dit d'ailleurs dans l'interview de Booba, je parlais de Noura en fait. C'est le morceau de Noura en fait. L'extrait venait de C'est sortir. ça, tu vois. Ouais. Et moi, je connaissais même pas l'extrait, tu vois. Juste écouté le truc, je fais waouh, le gars, il se donne à l'écriture. Ouais. Et en fait, il y a une mélancolie permanente dans ta musique. Et lorsqu'on a commencé à faire des recherches, à s'intéresser à ton parcours, on s'est dit ah ouais, peut-être que ce qu'il a vécu dans l'adolescence, c'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose qui le porte encore dans la musique. Mais globalement, la mélancolie, est-ce que pour toi, c'est le meilleur élément pour écrire de la bonne musique? Franchement, je pense, ouais. La mélancolie, la nostalgie, les accords mineurs et tout. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce qui me parle. Ouais. Voilà. Moi, c'est de la musique, tu vois, chez un artiste, quand je le kiffe et tout, s'il est dans ce registre-là, franchement, je vais facilement aimer. Accroché, ouais. Je te dis honnêtement. Ouais, mais après, je suis admiratif aussi de tout style de son. Je suis un challenger. J'aime bien aussi aller ailleurs. Ouais. Et je vais essayer de plus en plus de le faire, tu vois. Parce que j'avoue, j'ai un problème aussi quand c'est trop redondant. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Il faut se renouveler. Faut trouver des formules, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est vrai que c'est ce que je kiffe le plus, de base. Bah, moi aussi. Je vais pas mentir, je suis plus dans celle-là. Je suis plus dans celle-là, franchement. Mais il y a un côté film aussi, quand on écoute ce que tu fais, tu rentres dans un bail. À quel moment tu deviens husky, vraiment? Je deviens husky, mec, en 2016. Ok, 2016, ok. Je deviens husky en 2016, parce qu'à l'époque, je traîne dans un studio qui s'appelle le M Factory à Montreuil. Ok, ouais. Et c'est un peu une usine de talent. En fait, tout le monde après a fait quelque chose dans la musique là-bas. Et à l'époque, je bosse dans ce studio. Et tu vois, à l'époque, t'avais un mec qui s'appelle Joe Mike qui bossait déjà avec Booba, qui avait fait des prods pour lui et tout. Et moi, je le voyais bosser avec lui. Je me disais, putain, c'est ouf, frère. Tu vois, il y a des vrais trucs qui se passent dans ce studio et tout. C'était dingue, mec. Il y avait plusieurs crews, plusieurs trucs. Et je bosse un peu dans ce studio. J'avais eu un groupe avant, mais je travaillais aussi à côté. J'avais fait mes études. Je sentais que je devais amener autre chose, tu vois. Et puis eux étaient peut-être aussi un peu moins dans le truc que moi. Donc je me suis dit, vas-y, je vais y aller à fond, tu vois. Et je me retrouve dans ce studio. Et là, ça part le truc ski. Parce que j'étais un peu un mec, j'essayais de motiver tout le monde tout le temps, les yeux clairs, machin et tout. Il y a un mec qui balance ça. Je regardais un peu leur session studio. J'observais, mec. Je la fermais et j'observais, tu vois. J'apprenais. Et je regardais le planning. Je voyais qui allait poser, les beatmakers. J'analysais, je disais, faut que j'en sois. J'étais là, je faisais des trucs et je bossais mon truc dans mon coin. J'allais voir les beatmakers, je disais, moi, tu sais, je vais créer un projet, je pense, ça va être lourd et tout, machin. Et après, ils ont commencé à, tu vois, notamment Joe, il m'a filé des prods, tout ça et tout. C'est comme ça que ça a commencé, frérot. Mais c'est vrai que toi, t'es un charbonneur, t'es là depuis le début. On l'a même. T'as parlé d'une histoire. On se connaît tous dans le... Non, mais c'est un vieux truc en vrai. Ouais. Je me souviens même plus exactement, mais c'était. J'avais un site à l'époque. Ouais. Et lui, c'est un mec qui dit ce qu'il pense à chaque fois. Lui, c'est un mec, tu peux pas sur ça. Il dit ce qu'il pense. Et il avait dit un truc, on n'était pas trop d'accord, je crois que c'était sur la DA de mon site, ou je sais plus, j'avais placé des mecs. C'était un vieux truc. C'était un truc sur Twitter, je crois. C'était pris la tête sur Twitter. Ouais, de fou. Après, on a parlé. Après, on s'est croisés, on a reparlé, mais c'était rien de méchant. Mais ce que j'avais aimé, c'était que tu parlais français, en vrai. Ouais, t'avais un truc, tu disais les choses, tu vois. Ouais, de fou. Bah, ça, j'ai souvent été comme ça. Après, est-ce que ça a joué en ma faveur? Faut voir. Ouais. Mais, pas mentir. Mais c'est vrai que je suis plus dans celle-là, ouais. Mais j'avais ressenti ce truc-là un peu, culture quand même que t'avais depuis le début, parce que ce que tu me reprochais à l'époque, quand même, il y avait un côté un peu ce que le discours que tu as toujours sur les médias, etc. Tu vois, t'as pas changé à ce niveau-là, et en vrai, dans la reproche, si on prend du recul, bon, je m'en souviens plus exactement, mais je sais qu'à un moment, je me suis dit, dire, peut-être il a raison, ce bâtard. mais c'était cool à cette époque-là. Mais moi, je te voyais souvent. Je te voyais sur les réseaux. Et t'es un gros charbonneur, tu vois. Ça, même quand on regarde, il a envoyé pas mal de choses, etc. Comment de cette période-là jusqu'à ce que tu deviennes ski, t'étais quoi? T'étais en Indé? Comment tu bossais? T'as eu aussi la période où t'étais étudiant, etc. Ouais, voilà, comment t'arrives à gérer tout ça, en fait? Bah, moi, ça a été Indé, et franchement, j'ai été Indé quasiment toute ma carrière, avant 9-2, tu vois. Mais après, je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé à essayer de créer des économies, en fait, tu vois. C'est là aussi où est venu le fait que j'ai commencé à écrire pour des gens. Tu vois, il y a eu tout ce truc-là.
signer des Je distribs. les aimais pas tous, d'ailleurs. Non, bah, en fait, non. Bon, on en reparle après. On en reparlera. Tu fais référence à l'intro, un truc comme ça? Ouais, bien sûr. Mais c'est important d'en reparler. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il faut clarifier quand même. Tu vois, faut pas qu'il y ait des gens qui se prennent une balle perdue. Tu parlais de moi? Non, tu vois, jamais. Mais en tout cas, très tôt, j'ai compris que pour m'en sortir, fallait que je crée une économie qui va aussi au-delà de mon projet, tu vois, par rapport à là où il en était. Donc ça a été beaucoup d'indépendance. J'ai appris sur le tas. J'ai discuté avec des avocats, frérot. J'ai regardé ce que je pouvais faire. Okay. J'ai eu plein de trucs comme ça, tu vois. J'avais rencontré un avocat à l'époque qui s'appelait Meister. Très vite, j'ai essayé de me greffer au truc, de comprendre ce que lui disait, de comprendre ce qu'il faisait, d'être autodidacte, en fait. Moi, j'ai pensé à Despo, là. Ouais, non, mais c'est par rapport à lui qu'il a fait l'album, frérot. Ah. Bah oui. Mais c'est par rapport à lui qu'il a fait l'album. D'accord, ok. Bah oui. Il faut que tu en reparles après. Bah oui, c'est comme le CH, comme dit, j'ai l'avocat des Daft Punk et tout, c'est lui. D'accord, Ok, d'accord. Les connexions se font. Wow, voilà. Et lui, tu vois, il m'a appris aussi beaucoup ce que c'était, machin, les contrats, les trucs, la différence, l'édition, la production, le machin. Et j'ai appris sur le tas et aussi avec des gars avec qui j'étais, qui eux étaient plus dans la varette aussi à l'époque. Romain Botti, qui là aujourd'hui bosse sur des projets comme Elena, qui cartonne, machin et tout, des trucs comme ça. Eux aussi, ils étaient dedans. En fait, c'était le début, on cherchait le truc. Donc beaucoup d'indépendance. Et on a monté des structures sur lesquelles on a signé des distribs. Et on a fait comme on a pu, gros, tu vois. Mais c'était franchement pas simple. Hein. Je sais que l'année où je sors la trilogie, La Porte Dorée, c'est chaud, frère. C'est compliqué. Et puis moi, je suis le genre de mec, frère. Je sais pas, il reste 10 000 € sur une boîte, je vais te les foutre dans un clip. Ouais, j'ai capté. Je vais bouffer des pâtes, je m'en bats les couilles. Tu vois, je suis dans ce truc-là. Et en fait, j'ai été beaucoup dans ce truc-là, tu vois, pendant des années où, vas-y, c'est tout pour l'art, on s'en fout. Fuck, on y va. Et je dis honnêtement, des fois, c'était compliqué, mais c'était lourd. Ça m'a tellement appris de choses, mec. Ouais, non, mais tu tellement appris de choses. Mais quand t'es un artiste, c'est très difficile de concilier le côté aussi business au début, non? Ouais, parce qu'au début, c'est tout pour l'art, comme tu le dis. Mais comme t'es dans le music business, il y a le côté business que tu dois acquérir et ça doit être super chaud, non? Ouais, mais quand t'as pas le choix, tu fais quoi? C'est ça. Quand t'as pas le choix, tu fais quoi? Parce qu'en fait, t'as vu aussi les discours. Moi, je me mets à la place des mecs qui sont indés et tout, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être signé dans un top label. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois la différence avec des gens qui travaillent bien, tu vois, on fait les choses vraiment carrées et tout, machin. Mais cette chance-là, je l'ai provoquée, frérot. Tu vois? Mais à la base, quand tu crois que t'as un truc, tu sens que t'as le feu en toi, mais t'as pas accès à tout ça. Parce que moi, j'ai commencé la musique, j'avais 0 contact, gros. Tu vois? Tu commençais à quel âge, d'ailleurs? Moi, j'ai commencé la musique, franchement, vers 17. Un truc comme ça, 17, 18, un truc comme ça, j'ai commencé à rapper à ce moment-là. Mais frère, j'avais pas de contact. Tu vois, moi, j'ai pas de grands frères qui ont fait du rap et tout, ils ont choisi un autre chemin, ça n'a rien à voir. Donc, tout ça, en fait, c'est qu'à un moment, c'est une histoire de choix. Moi, je suis d'accord avec les discours, c'est pas à l'artiste de faire ça, nanani, mais tu sais, tu devrais prendre un manager, tu devrais faire truc et tout. Ben oui, mais frérot, mais tu démerdes, si je le fais pas, qui va faire? C'est ça. Là, je suis indé, il faut bien que je prouve que j'ai quelque chose dans le ventre. Et après, peut-être, on va me repérer et on va me proposer un deal et vas-y, peut-être ça va bien se passer si Dieu le veut, tu vois. Ouais, même au début, comment tu trouves un bon manager? Bah un bon voilà. truc, alors après, si t'es impliqué, t'es déjà dans des crews qui ont fait des trucs et tout, on sait que tu vois, il y a des artistes, c'est comme ça, tu vois, ils ont cette chance-là. Mais c'est une chance de fou. Je sais pas s'ils en ont conscience, mais c'est un truc de fou. Imagine quand tu rentres, tu commences à rapper dans un crew, il y a déjà par exemple un producteur qui a déjà fait des succès, où il y a déjà un truc et tout machin, tu prends un élan comparé au fou, c'est incroyable. Tu peux te focus sur tes trucs et ouais, c'est un autre délire. De fou. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les artistes qui bénéficient de ça, en général, ils sont beaucoup plus mou entre guillemets que les artistes comme vous qui a connu l'indépendance totale et le fait de se débrouiller pour se faire une audience, tu vois, tu vois tout de suite lorsque le crew en question se sépare ou quoi, tu vois les artistes qui avaient un petit peu moins de gaz, bah ça tombe un petit peu en désuétude finalement parce que il y a pas eu un truc qui s'est construit autour d'eux, tu vois. Donc, moi ce que je trouve lourd avec mon parcours, c'est que j'ai connu cette indépendance hardcore. Tu vois, c'est-à-dire j'ai pu faire quand même quelques armes, tu vois, manger mes trucs et tout. Et après, tu vois, j'ai eu une signature, tu vois, qui est arrivée au moment parce qu'il y a eu des tentatives de signature avant et tout. Mais ça s'est très mal passé avec les producteurs, tu vois ce que je veux dire. Mais pas moi directement avec eux en fait, tu vois. C'est eux, ils sont partis au bout de 3 mois. Tu vois, c'était chez Warner? Ouais, c'était chez Warner à l'époque. On n'a même pas, tu vois, on n'est même pas allé au bout du truc. On devait sortir un album et tout. Donc j'ai connu cet échec-là qui m'a fait mal de ouf. Mais justement, tu peux revenir sur cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Déjà, comment t'as eu la signature? Et pourquoi ça s'est mal passé au final? Mais en fait, pour moi, cette signature-là, je la mets même pas dans mon parcours. D'accord. Tu vois, je la considère même pas dans mon parcours parce que c'est une immense blague, mec. Tu vois, c'est une immense blague. En fait, moi, je fais Mojo. Tu vois, dans le milieu un peu
Un peu, voilà, moi, je me rappelle ça, tu vois, je me rappelle de ça. Ça fait du bruit un peu. Je débarque sur un cheval, machin. À Ouais, l'époque, je me rappelle. Cheveux longs, rocker. C'est ça. Rocker tatoué, cheveux longs. J'y vais comme ça. J'y vais comme ça avec ma vision. Je réalise le clip avec un pote de Lyon. On est en mode comme ça. Et dans cette identité-là, ce qui est intéressant, c'est que je reprends toutes les identités qui m'ont façonné. C'est-à-dire, je fais en partie le clip dans la région où je suis allé avec mon daron. Ma meuf de l'époque, elle était dans les bails de chevaux, machin, nanani. Je lui dis, je peux pas me gérer un truc, ça peut vite fait. Et on le fait comme ça, mais vraiment, mec. Parce que quand tu vois le clip, on dirait pas, mais on le fait comme ça. Et j'avais repéré des lieux là-bas. Après, je repars au Briques Rouge dans le 12e, je fais le clip Morphée, totalement chez ma daronne, en mode truc, dans la chambre avec le store fermé. En fait, j'avais cette vision-là. C'est ça qui m'a nourri. Donc, j'ai essayé sur Mojo de. Et c'est pour ça que sur Mojo, il y avait de la trappe énervée, mais il y avait aussi des sons très variés, comme Chronomètre, où je chantais sous autotune, sur du piano et de la guitare, et les gens ils sont arrivés, mais c'est il est sous cuir, il chante sous de l'autotune. C'est quoi ce truc, frère? À l'époque, c'était spécial. Mais faut se remettre dans un contexte, dans un contexte de fou, frère. Si tu remets les choses dans un contexte pour l'époque, c'était dingue, man. Non, c'était dingue. Tu vois, c'était fou, frère. Mais moi, avec le recul, je fais, waouh, c'était ouf. Donc à la base, je sais même plus c'était quoi la question, tu vois. Je me suis dit, c'était l'histoire de Warner. Ah oui, voilà. Ouais, voilà. Donc, ouais, après, si tu veux, je suis approché. Et en fait, moi, je sors Mojo, je voulais aller vivre aux États-Unis à la base. Tu vois, j'avais dit, parce que j'avais une sœur qui est là-bas et tout. Donc, je m'étais dit, bon, je fais ma tambouille, je sors un projet, je montre de quoi je suis capable. Mais ce qu'il faut voir, frérot, c'est que quand je sors Mojo, je finis mes études pour payer la mixtape, je suis chauffeur Hitch. Je fais un peu mes calculs, c'était le début du stream. Il n'y avait pas une économie aussi comme maintenant. Tu vois, où très vite, un mec, il arrive, il peut signer une bonne distrib. Ouais, vas-y, c'est lourd et tout. Je fais un rendez-vous à l'époque avec un distributeur et je dis, ben non, je veux la sortir gratuitement sur Haute Culture. C'était cette période-là, c'est vrai. Et la meuf, elle a pété un câble. Je vais avec les mecs de Montreuil là-bas. Ils me font un rendez-vous pour choper une distrib et moi je dis bah, j'arrête tout là, en fait vous avez pas compris, moi je veux que tout le monde écoute ma musique, je veux la sortir sur Haute Culture gratuitement. La meuf, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais c'est qui ce taré? Mais c'est qui ce fou? Il me fait perdre mon temps, il fera jamais rien dans la musique ce mec, je te jure. Elle est partie, elle a claqué la porte, elle a pété un câble. Les mecs ont fait tout un rendez-vous et tout, et les mecs ils parlent. Et après, les gars de Montreuil m'ont dit, t'as un taré, frère. En fait, c'est quoi, t'as un taré, fais ce que tu veux, frère. Fais ce que tu veux, t'es trop fou. Et en fait, à l'époque, c'était une stratégie, Haute Culture. Ouais, une stratégie, totalement ta strat. Ouais, mais tout le rendez-vous, il était basé autour d'avoir une distrib. On la met sur la distrib, Spotify est en train d'arriver lourd, on va avoir une playlist. Et après, moi, je dis aux mecs de Montreuil, je dis, les mecs qui géraient le studio à Montreuil, je leur dis, vas-y les gars, en fait, mettez-la sur Haute Culture et mettez-la sur Spotify en même temps. Qu'est-ce que je m'en fous, en fait, tu vois, mais mettez-la partout, en fait, tu vois, vas-y, on la met. Et on l'a mise, mec. Et je sais pas, 2 semaines après, genre, il y avait toutes les maisons de disques qui m'appelaient. Ouais. Et je faisais le tour des maisons de disques, je leur disais, ouais, moi, je voulais partir aux États-Unis et tout. Et là, je tombe sur un mec à l'époque qui s'appelait Julien Crezard. Il me dit, je vais faire ci, je vais faire ça, machin et tout. Et moi, je me dis, vas-y, il y a peut-être un coup à jouer. Peut-être je vais aux États-Unis, mais ça vaut le coup de rentrer, de tenter et tout. Et puis, je sais pas, frère, on signe. Et puis, 3 mois après, pour une histoire Bresson, je sais pas ce qu'il a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, franchement, en vrai, la vérité, c'est que l'histoire aujourd'hui, je la connais pas. Je connais pas les tenants, les aboutissants, mais je sais que c'est un peu Bresson. Frère, je reçois un coup de téléphone. C'est 3 mois après. Frérot, je me casse. Ah oui. Frérot, je me casse. Je sais pas trop ce qui va se passer au label. Bonne chance pour la suite, man. Merde. Et on t'a rendu ton contrat suite à ça? Et non, mec, on me l'a pas rendu tout de suite. Il est là le problème. Ouais, t'as été bloqué pendant une période. J'étais un peu bloqué. Moi, je voulais le contrat. Je savais pas si forcément fallait sortir un EP. C'était une période de ma vie aussi un peu particulière. J'étais pas dans le bon mood, dans le bon mindset. J'aurais dû enchaîner directement après Mojo. Il y a eu ce truc de signature, ça aussi un peu dénaturé les choses. Enfin, il y a eu plein de trucs, frérot, qui ont fait que, pour plein de raisons, j'étais pas prêt à tout ça. Et après, mec, il y a eu, il y a une descente. Tu vois, il y avait eu déjà une petite montée qui n'était pas une énorme montée en vrai, tu vois, il se passait un truc mais il se passait quand même quelque chose. Et après, frérot, il y a la descente. Je sais plus quoi faire, mec. Et comment tu te... Ouais, c'est ça, comment tu le vis à ce moment-là, tu vois. À ce moment-là, c'est Bresson. Je sais que je suis dans une période de ma vie où, je sais pas, c'est un peu bizarre. Tu connais un peu un truc de lumière, un peu une petite hype, un truc et tout. C'était très bizarre, frérot. Il y a plein de trucs qui changeaient dans ma vie. J'ai mes anciens potes, mon ex-meuf, je me suis isolé en fait dans un truc qui était pas moi dans ma vraie vie en fait, tu vois. Là je parle pas forcément de musique et tout, mais je parle de moi. Ta vie, donc à ce moment-là, t'avais arrêté le taf et tout, et t'étais focus que musique. Ouais, j'étais focus que musique. En fait, si tu veux, moi depuis Mojo, ce qui est fou, c'est que j'ai énormément taffé, mais plus dans un entre guillemets ce qu'on appelle vrai taf, tu vois. Pour moi, c'est un vrai taf la musique, t'as compris, mais
dans un taf, entre guillemets, conventionnel. Ouais. Exactement, c'est le bon mot, tu vois. Plus jamais, mec. Okay. Et je sais pas comment j'ai fait. Après tes études, bah, direct. Voilà. J'ai bossé un peu dans une agence de com à un moment. Là, c'était quand ski, c'était pas encore effectif. Et là, dans cette agence aussi, on s'occupait d'artistes urbains et tout machin. Donc j'ai vu aussi. C'est là, je te dis que c'est tout qui, tu vois. Tout est lié. J'ai vu, j'ai appris. J'ai vu, frérot, j'ai appris. J'ai vu comment ça se passait, machin et tout. Et après, à un moment, on s'est regardé dans les yeux avec le boss, en mode, si tu veux faire ton truc, tu peux plus assister à des réunions où les mecs, ils truquent, tu vois. Et lui-même me disait, je pense que t'as un truc en artiste, faut y aller à fond. Et moi, je voulais y aller à fond. Moi, je suis partisan de y aller à fond. De toute façon, il n'y a pas trop de plan B. Il faut y aller, parce que sinon, il va rien se passer, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'en fait, le truc avec Warner est arrivé, c'est terminé. Et après, le temps de sortir du deal, de machin, je me suis rasé les cheveux, frère. Je me suis regardé devant la glace. Mais c'est vraiment ça, hein, tu vois. Je me suis regardé devant la glace. Et je me suis dit, je vais sortir une trilogie qui s'appelle Porte Dorée. Je vais sortir 3 projets en 1 an. Et je vais y aller avec le moins de sous possible, mais le plus de cœur. Wow. Et c'est comme ça que j'ai fait cette trilogie-là. Et ça a tout relancé. Okay. Ça a relancé un petit truc, en tout cas. Universal ? Voilà. Non, à ce moment-là, j'avais signé en distrib aussi. Hein, c'était toujours de l'indé. Okay. Hein, c'était toujours de l'indé. Et à ce moment-là, j'ai développé le truc aussi de me dire, vas-y, je crois qu'il va falloir que je prête ma plume un peu à certains artistes, faire des trucs. Et c'est là, il y avait le deal en publishing avec Universal qui est tombé. Mais c'était du publishing. J'étais toujours indé. Et après, j'ai continué, frérot. C'est ça. Hein. Et ça se passe comment d'écrire pour d'autres artistes? Ça, c'est un truc qu'on en entend beaucoup parler, mais on sait pas c'est quoi le process, comment ça fonctionne, qui fait quoi. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend des artistes et tout. Moi, j'avais flairé un truc où je m'étais dit que j'allais écrire pour les meufs, tu vois, de base. Intéressant. Ouais, je l'avais flairé un peu comme ça. Et moi, je faisais aucune. Tu pouvais être en indé, je pouvais le faire pour toi, tu vois. Tu pouvais être signé en maison de 10, tu pouvais truc. Et ça se fait dans le. Tu t'oublies. Tu t'abandonnes. Ok, je capte. Et moi, j'arrivais aussi dans des périodes un peu charnières dans les projets. Ça veut dire, il manque tel ou tel son un peu deep, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et c'est là où j'intervenais. Et j'étais comme un peu un chef d'orchestre, tu vois. Je me disais, on va bosser avec tel ou tel beatmaker, on va truc. Des fois, c'est de la coécriture, des fois, c'est de l'écriture. Ça a apporté une vision sur quelques morceaux, tu vois. Je l'ai jamais fait sur tout un projet et tout. Ça n'a jamais un truc non plus qui a pris... Parce qu'à un moment, je sais qu'il y avait beaucoup de il écrit pour ci, machin, nanani et tout. Mais en vrai, c'est un truc. Moi, j'ai toujours mis Husky devant, tu vois. C'était un truc à côté. Ok, t'as jamais voulu être un grand auteur, compositeur non. Non, après, dans tout ce que je fais, enfin, pour toi, grand, tu vois. Mais je veux dire, mais je me suis jamais dit, je vais faire carrière que dans ça. Carrière que dans ça. Moi, j'ai vu ça dans une économie aussi, tu vois. Je me suis dit, bon, ça peut être cool. Tu vois, ça me fait aussi des cachets, des trucs. Ça rentre aussi sur des moments sur Husky, c'est un peu plus down. Ce genre de choses, tu vois. Et après, je me suis dit, je te dis, après cette période-là, dont je te parlais, j'ai mis les bouchées doubles, gros. Okay. Tu vois, j'ai mis les bouchées doubles parce que pour l'exigence que j'ai envers moi-même et tout, dans cette période-là, je me trouvais pas à 100%, tu vois, en termes d'énergie, de taf et tout, machin. Donc je me suis dit, vas-y, bouchée double. Et carrément, frère, j'avais installé le mec du studio, j'allais dans un studio dans le 60, un mec qui s'appelle Romain Botti, qui est mon frère, qui m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Et il m'avait mis un matelas dans le studio B, frère. Je dormais là-bas. Ça s'est arrêté là, en fait. Qu'à un moment, mec, je passais des nuits à faire des trucs avec l'autotune, je cherchais des flows. Je sais pas, j'étais possédé. Putain, mais c'est ça qu'il faut. Hein. Je pense que quand tu te lances dans un truc, il faut à un moment donné être à fond et mettre toutes ses billes dans le même panier, comme on dit, tu vois. À un moment donné, je pense qu'il faut le faire. Enfin, moi, je pense qu'à l'époque, j'en parlais avec des mecs du 12e aussi récemment, là, des mecs de chez moi et tout. À l'époque, les gens, ils rigolaient. Quand je leur disais, mais moi, je pense que je pourrais écrire pour plein de meufs. Je pense qu'en fait, t'as vu, tu peux rapper, mais à côté, ça peut faire un truc et tout. Ouais, frérot, vas-y, mais t'as vu... Ouais, mais moi, je pense que t'as vu l'écriture, ça doit être un truc authentique, machin, si tu le fais, tu vois, ça truc et tout. Ok, frère. Mais n'empêche qu'il y a plein de rappeurs de cette époque, je te jure, ils auraient dû le faire. Parce que moi, ça m'a permis aussi de continuer de faire des choses. Et c'est comme ça que j'arrive aussi à la signature 9 de I, mec. Tu vois. Et il y a des mecs, à l'époque, moi, je les regardais un peu plus haut et tout. Quand je dis vraiment, dans Anakin... il me prenait de haut. Il y a des mecs que je voulais en feat, ils me prenaient de haut. Aujourd'hui, ils sont vendeurs chez Koch. Je veux le monde rien comme Nos. C'est vrai, ça? Bah ouais.
Peut-être pas vendeur chez Écosse ou ailleurs. Mais c'est compliqué. Le Mondorien comme Nos, Écosse, ça passait trop bien. Ah, ok, c'est comme ça. En plus, je sortais de chez Écosse, j'avais acheté une petite vache, je te cache pas. Donc, je me suis dit, t'as vu, je l'ai trouvé à la sortie de chez Écosse. Je me suis dit, putain, non, celle-là. Non, mais parce que je me suis dit, putain, le gars a dû prendre une balle pour lui, là. Parce que tu vois, il n'y a pas 36 rappeurs qui est maintenant vendeur chez Écosse. Parce que c'est une réalité. J'avais une vision sur un truc d'économie globale où je me disais, il y a 1000 moyens de le faire. Et en fait, le but, moi, depuis que j'existe sous Husky et même peut-être depuis que je suis très jeune, c'est de vivre de ma passion, gros. Tu comprends ? C'est vivre de ma passion. Pour moi, c'est primordial. Ça brûle ici. Tu me l'enlèveras pas. Donc, si je dois aller dans un studio et me dire, aller dans un studio avec un artiste qui, lui, a 3 managers, des DA et tout, et moi, pour l'instant, j'ai rien sur mon projet, ça viendra après. Je m'en fous. Ils vont s'en rendre compte. Donc, vas-y, je le fais. On n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Moi, j'ai cette éducation-là. Que ça soit mon père, ma mère. Ma mère, elle est arrivée en France à 14 piges. Elle avait rien, gros. Je sais même pas. Elle est analphabète. Je sais même pas comment elle a monté un institut de beauté. Je sais même pas comment elle a eu son permis, frérot. Des fois, je lui demande. Je sais pas comment elle a fait. Mais c'est là, mec. Et quand t'as ce feu-là qui brûle en toi, ça s'arrête là. Peu importe, tu vois. Donc, moi, j'ai mis en place ces choses-là, en fait, pour continuer d'exister et continuer... et pouvoir être en face de toi aujourd'hui, en face de vous aujourd'hui, tu vois. Non, le message est fort, le message est fort. Justement, ces artistes pétés pour lesquels tu as écrit. Faut que tu nous en parles alors. Il en a parlé, gros. Je savais que t'allais revenir dessus. Dans son intro, il dit j'ai écrit pour quelques artistes pétés. Non mais faut que tu nous en parles. En fait, ce que tu veux bien nous dire. Non, en fait, quand je dis des artistes pétés, c'est que je trouve, et je me suis retrouvé des fois en session avec des gens qui avaient tout, mais n'avaient rien au fond d'eux. Ah, ok. C'est ça que je veux dire. C'est pas le fait qu'ils étaient mauvais en interprétation, qu'ils étaient mauvais dans d'autres choses, mais c'est le truc. Et je les trouvais vides. D'accord. Et pourtant, ils avaient tout. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, les gens qui ont l'habitude d'avoir tout, mais qui du coup n'ont pas eu l'occasion de se bagarrer. Ils ont eu tout trop vite. Voilà, c'est ça. Donc du coup ils sont un peu ingrats sans le savoir. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Voilà, pour eux peut-être c'était normal de faire une session dans un studio qui coûte 1000 € la journée, truc et tout. Mais c'est pas normal, mec. Tu vois, d'avoir 3 mecs qui se prennent la tête sur ton projet. Tu veux quel compo, on mange quoi, en truc, machin. Et quand je te disais ça, c'était, j'ai vécu des trucs dans cette période qui m'ont fait aussi avoir une rage. Mais positive. Du coup, la période que tu as vécue, c'est un mal pour un bien, en vrai de vrai. C'est un mal pour un bien et j'ai été content aussi de le faire. On va pas se mentir. Sinon, j'y vais pas dans ton studio, tu vois. Mais il y a des trucs, je trouvais qu'ils avaient une mentalité. Des fois, ça venait pas d'eux, ça venait forcément de leur équipe. Mais mec, t'es là, t'es en train de te prendre la tête sur un projet, de quelqu'un qui te donne rien, mais peut-être parce qu'il est dans une période où ça va pas aussi en ce moment. Donc, toi, t'essayes et tout, frère, ça prend un gras et même pas ça te demande si t'as faim. T'es là, tes trucs, à la fin, les 3/4 des sons, ils sortent pas, t'as bossé gratuit, tu vois, il y avait des trucs comme ça. Et il y a des fois, ça s'est aussi très, très bien passé, frère. Et j'ai continué, et les fois où ça s'est bien passé, c'est ce qui m'a poussé à continuer à le faire et tout, tu vois. Parce que tu tombes sur des labels où c'est carré, parce que les équipes, elles sont carrées, et c'est aussi génial ce que t'es en train de vivre à ce moment-là. Et c'est lourd aussi de donner un bout de toi, de se mettre à la place de quelqu'un et transmettre aussi un truc, tu vois ce que je veux dire. Et puis l'artiste, des fois aussi, il a beaucoup à t'apprendre. Et sur l'interprétation, il y a des artistes aussi qui m'ont mis des grosses baffes. Et tu vois, je me suis dit, putain, c'est lourd comme il a pris, j'aurais pas fait ça et tout, machin. Qui t'a mis une grosse baffe pour le coup? Je savais que t'allais poser la question. Franchement, qui m'a mis vraiment une grosse baffe dans. Tu parles en termes d'artiste ou même en studio de général? En studio. Moi, comme j'ai toujours dit, celui qui m'a mis une grosse baffe en studio, c'est SDM. Ok. Ah, je m'y attendais. C'est celui qui m'a mis une grosse baffe en studio, c'est SDM. Et là, je parle en tant que, quand on a fait le son en tant qu'artiste, tu vois. Et en tant qu'artiste, mec, moi, je te dis, je le dis et je le redis à chaque fois, lui, il m'a mis une grosse baffe. Pourquoi, en fait? SDM, c'est un soleil. T'as vu déjà, quand tu rentres dans une pièce, il illumine. C'est vrai, hein. Énergie. Il y a un truc de facilité d'écriture et de mélo, tu vois, qui est trop fort, mec. Et je m'en rappelle, il écoute un peu la prod et il trouve tout direct au micro et tout. C'est un tout droit, tu vois, c'est un tout droit et c'est trop bien à écouter, tu vois. Et c'est le parfait mélange entre de la mélo et des lyrics, tu vois. Ça. Il a un très bon équilibre. Exactement. Et cet équilibre-là en studio, en termes d'artiste, moi, de tout ce que j'ai vu, de toutes les sessions que j'ai pu faire et tout avec des gens et tout, je trouve, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était le plus fort en studio. Vraiment. En tout cas, c'est lui qui m'a mis
une baffe de ouf, tu vois. Là, on est passé directement à SDM, mais la signature 9 de I, la rencontre, comment ça se fait? On veut, là, en vrai, même si je sais que tu as dû déjà en parler, on veut les détails. Comment t'en arrives? La signature avec 9 de I, c'est fou. En fait, c'est... je bossais avec 9 de I, j'avais bossé avec 9 de I en compo et tout sur le projet de Benache, le dernier qu'il avait sorti. Et donc, de là, ça se passe super bien avec eux. Ils m'avaient demandé 2-3 trucs aussi sur d'autres choses. J'ai fait. Et avec eux, c'était carré direct. Tu vois. Avec eux, c'était carré direct. C'est-à-dire, à la fin, moi, je me disais, vas-y, quand je bosse en tant que réal, qu'on pose j'ai des trucs à faire, limite, je vais faire qu'avec eux, tu sais quoi, parce que c'est trop carré, frère. Donc, t'as vu, on va rester comme ça. Comme ça. Quand je bosse en termes réel, je suis avec eux. Et quand je fais mon truc artiste, je suis en indé et tout. Et je sors un projet en solo. À l'époque, un truc qui s'appelait Sextasy, je me tape un délire, cover bleu, coupe à la Ginny Kasama. Je me tape un délire, frère, Synthwave et tout. Je me fais un kiff, en fait. Genre, on avait pris une bonne distrib et tout. En fait, je me fais un kiff. Tu vois ce que je veux dire? J'ai très bien la ref Ginny Kasama. Exactement. Ginny Kasama, c'est chaud. Je me fais un kiff et tout, ça tue, machin. Et j'arrive après ce stade-là dans une phase où je me demande, je me pose des questions. Tu vois? J'avais pas encore ma boîte d'édition à moi. J'arrive en fin de deal en publishing avec Universal. Je me pose des questions et tout. Et à ce moment-là, je suis en contact avec Booba. Et je fonce au studio et je fais des sons. Je motive toute une équipe et tout. Je dis, vas-y, venez, on fait des sons. On se prend pas la tête, on fait des sons, on fait des sons. On fait. Et à ce moment-là, je me dis, bon, est-ce que je sors encore un projet et tout avec Husky et tout? Je réfléchis, tout ça et tout. Et je me dis, vas-y, je vais appeler Cop. En fait, j'appelle Cop. Et je lui dis, frérot, t'as vu, je crois, j'ai réfléchi et tout. En vrai, je vais chez là, gros. Je vais chez là, mais par contre, j'ai un catalogue de sons. En vrai, tu vois, j'ai un catalogue de sons et tout. Et lui, tu vois, il me dit, c'est vraiment dommage, en fait. Donc moi, j'ai une autre idée. Tu vas monter une boîte d'édition et on va faire 50-50. Je vais la monter avec toi. On va faire Port Doré et Talac Publishing. Et je vais te signer en édition. Moi, tu vois, je suis ce que tu fais depuis un moment. Tu mérites, t'as du talent. Moi, je pense qu'on va la jouer comme ça, tu vois. Là, ça part, comme ça. Je me dis, putain, déjà, elle est belle. Tu vois, de fou. Et il me met dans une vision encore plus business que j'avais avant et tout. On discute et tout, machin. Et je me dis, j'avoue, en vrai, t'as vu, j'ai un catalogue, c'est un coup, je peux le sépla, il y a des sons en vrai truc. Et en fait, il me redonne une gouache, frère. En fait, mais je pense pas qu'il s'est rendu compte à quel point il m'a redonné une gouache, tu vois. Et en fait, on signe ce deal-là, c'est avant le Stade de France. Là, je suis toujours pas 9 de I, en fait. Je suis en publishing chez Talac, tu vois. Comme un compo, comme un auteur, comme un, tu vois, un mec qui fait des mélos et tout. Mais tu connais ton gars. C'est-à-dire que quand tu me dis ça, je me dis, la vie de ma mère, je vais retourner en studio, je vais sortir un projet. Jamais de ma vie, j'arrête, c'est mort. C'est mort, frérot. Je retourne en studio, je fais du son. Quand j'ai un truc, je sens, je envoie et tout pour placement, voir aussi où ils en sont dans le roadster, qu'il y a, tu vois, et tout. Et en fait, frère, j'arrive pas à placer mes sons. Ça veut dire, tu vois, lui-même me dit, mais il est bien celui-là, il te va bien en vrai, tu vois, truc, ça commence un peu comme ça et tout. Et le point de bascule, c'est un morceau qui s'appelle Donatello. Ok, ouais. Où, tu vois, il me dit, je le kiffe et tout. C'était pas tout écrit et tout. Il y avait de la top, des mélos, des trucs et tout. Il me dit, je le kiffe et tout, machin. Et à la fin, lui, il le prend pas. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait et tout, machin. Là, je dis, c'est mort. C'est mort, le morceau, il est bien, je vais le sortir et tout. Mais tu vois, à l'époque où je fais ça, en vrai, je suis toujours pas... Après, je fais quoi? Je le sors solo ou... Parce que là, les gens, ils pensaient que j'étais déjà dans le bateau, en fait, avec, tu vois, la coédition et tout. Et à la fin, il me dit, vas-y, tu sais quoi, il y a le Stade de France. Bosse sur un projet. Si le projet, il est lourd, on y va, tu vois. Ok. Je dis, frère, bon, tu connais, pour arriver, mettre une baffe sur un projet comme ça, tu vois, et tout. Et à la fin, franchement, on sort le projet, il y avait plein de choses. C'est un peu ce qui est devenu le Peretina à la fin, tu vois. Okay. Mais il y avait plein d'autres trucs et tout. Et franchement, il s'est pris la vibe, il m'a dit, vas-y, gros, on y va. On y va et on part en Asie. On fait Donatello. J'ai une idée sur l'image, j'ai une vision. On va y aller à fond. On se donne tant de temps, on fonce, on se pose pas de questions et tout. Et là, la signature 9 de I, elle arrive, gros. C'était vraiment étape par étape que ça s'est fait. Étape par étape. Mais entre l'édition et la signature chez 9 de I, il y a que quelques mois.
Ok. Tu vois, c'est vraiment que moi, j'allais tout le temps en studio et tout, machin. Ouais, t'avais la Et date de fou, donc, quoi. c'est vraiment lui qui, tu vois, il a relancé un bail de fou. C'est en quoi, 2022-23, ça? Ouais, c'est en fin 2022. Ouais. Et après, mon premier projet chez 9 de c'était mi-2023. Ouais. Donc, ça fera 2 ans là, tu vois. Wow. Ok. Donc, c'est assez fou, tu vois. Comment ça s'est fait, franchement, Ouais, c'est dingue. Hein. C'est assez fou. Et vraiment, c'est ce truc d'image. Je suis en train de vraiment. Je lui parle, je fume une clope, je regarde les briques rouges, ça, je suis dans mon truc. Je réfléchis à des sons. Je connais le cerveau qui fume. Et tout ça, ça part de là, gros. C'est dingue. Tu vois, c'est pour ça que j'en parle dans l'intro aussi, tu vois. Je parle beaucoup de choses dans l'intro, tu vois. Ouais, tu t'es beaucoup livré. Ouais. Mais avec tout ce que tu vivais, avec les artistes avec lesquels tu travaillais, tu voulais quand même arrêter dans cette période-là. Ouais, de fou. Machin, tu sais, t'as des ups, t'as des downs, frérot. C'est comme ça. Le kiff que je m'étais fait sur le projet Sextasy, je m'étais fait un kiff, mais c'était très peu accessible aussi comme musique. J'étais dans un délire assez chez Père et tout. Et je voulais aussi, tu vois, que ma musique, elle prenne aussi le cœur des gens, mais je savais pas forcément trop comment l'amener. Voilà, c'était une période, en fait, où... En fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les périodes où j'ai réfléchi, je n'ai quand même jamais arrêté de travailler. Ouais. Tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvé, quelque part. C'est qu'en fait, quand je prends du recul, je me dis, ouais, putain, à cette période-là, je réfléchissais beaucoup et tout. Ouais, mais mec, en fait, je bossais. En fait, j'étais dans un putain de studio en train de faire du son, mec. Tu vois, et je l'ai fait. J'ai pas lâché ce truc-là, en fait, de tout le temps. Si tu regardes ma carrière, chaque année, il y a eu un truc, mec. Et quand il y a eu moins, c'est parce qu'il y a eu le Covid ou parce qu'il y a eu des trucs, ou il y a eu des vraies raisons à ça, tu vois. Mais sinon, gars, ça veut dire que voilà, c'est des réflexions normales, en fait, tu vois, tout le monde a ce genre de réflexion. C'est juste que là, toi, on en parle, mais je bossais à côté. Ouais. En fait, c'est une réalité. Là, on a parlé de la signature. Quand tu signes, c'est quoi la différence sur ta carrière? Parce que là, tu nous as parlé de toute la carrière, la partie de la carrière où tu étais un peu, entre guillemets, livré à toi-même. Ouais. À partir de ce moment-là, il y a quoi qui change pour toi? Comment tu bosses avec 9 de I? Qu'est-ce qui... Bah, il y a tout qui change. Ouais. Il y a tout qui change. Parce que d'un coup, ça se professionnalise. D'un coup, t'as une équipe solide. Tu vois, il y a aussi des points sur la DA, sur plein de choses, tu vois. Et Cop, c'est quelqu'un, il suit le projet de près. Hein. Tu vois, il suit le projet de près, gros. C'est pas genre, vas-y, je te signe, et puis après, fais ton truc, vas-y, frérot, fais ton truc, et puis, chala, si ça pète, t'as vu, on regarde. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a tout qui change, gros, tu vois. Il est vraiment sur la DA avec toi, il t'accompagne et tout ça. Ouais. Parce que c'est vraiment ce qu'il exprimait d'ailleurs dans notre interview. Hein. C'est que la DA, c'est quelque chose de central pour lui. Ouais. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment presque au four et au moulin. Tu vois. Et je me disais, même avec toi, musicalement parlant, tu as dit quelque chose de super intéressant. C'est que je me rappelle que ta musique, c'était quelque chose que je voyais plutôt de spé, pour une niche, pour les gens qui comprennent. C'est comme ça que je voyais ta musique. Et c'est vrai que j'ai senti la différence. Quand tu as signé chez 9 de I, tu as commencé à produire une musique qui est beaucoup plus accessible, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de l'extérieur qui écoute par exemple ce que tu as fait sur Ad Vitam Aeternam, le couplet que tu proposes, tu es sur quelque chose avec un piano-voix, quelque chose de beaucoup plus accessible. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un vrai travail qui avait été fait à ce niveau-là. Quoi. Ouais, de fou. Mais parce que lui aussi, je pense qu'il a su repérer. C'est des trucs que je faisais, mais de manière embryonnaire avant. Tu vois, sur un projet, t'en avais un comme ça, un truc comme ça. Et en fait, je pense que c'est cette touch-là aussi qu'il fallait appuyer. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être j'appuyais pas assez sur cette touch-là, en fait. Tu vois, j'étais dans une autre vision, mais c'est une autre vision, frère. C'était une autre vision, tu vois. Mais en gros, comment ça se passe? Genre, toi, tu fais tes sons de ton côté, tu lui envoies, il te fait des retours, il dit, ah, tu devrais appuyer sur ça. Comment vous... Bah, c'est ça, en fait. C'est des sessions studio, c'est des idées, c'est des échanges de vision sur les gens avec qui je travaille aussi directement en studio et tout, parce que lui, forcément, t'as vu, il est pas là, tu vois, il va pas non plus, tu vois. Voilà. Et c'est à la sortie de studio, ouais, t'envoies des sons morts, tu discutes, un refrain pas assez fort, truc. J'ai un doute sur l'écriture là, j'ai un truc. Ça travaille, frérot. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est du travail quasi quotidien sur plein de choses, tu vois. Après, c'est des discussions. Toi, t'aimerais clipper quoi? T'aimerais truc, machin et tout. En fait, c'est du job, bro, tu vois. C'est vraiment tout ça. Et bon, là, on a retracé tout le début. Au moment où tu sors 357 avec lui, avec toute l'histoire de ce que tu nous as raconté, etc. Quand tu reçois le morceau, etc. Et que tu sens que ça va sortir, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que j'imagine... c'était un moment bizarre. Franchement, c'était un moment bizarre. C'était vraiment bizarre. Parce qu'en plus, autour du morceau 357, ce qui est fou, c'est que moi, de base, t'as vu ce genre de son et tout, je sais même pas si je me sentais capable de le faire. Tu vois? Et lui, il a une vista, il me dit, essaye.
Tente, tu vois. Tente le bail, viens, on le fait, on truc, on machin. Donc lui, il m'a ouvert les valves sur plein de choses. Ou en mode, tu fais un truc, tu le fais bien, mais tu pourrais faire bien aussi dans ce truc-là et y aller à fond et ça pourrait te défoncer et tout machin. Donc il m'a ouvert en fait sur plein de trucs, tout en préservant, t'as vu, une certaine DA, une certaine rigueur et tout. Mais le morceau 357, parce qu'autour du morceau 357 et le Peritina, moi c'est fou ce que je vis après la signature avec 9D parce que en fait jusqu'à ce moment-là, moi je l'ai jamais rencontré, Cop. Ah oui, ouais. Je l'ai jamais rencontré. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait on signe, lui il part en tournée en Afrique et ça faisait je crois 7 ans qu'il n'était pas allé au Sénégal. Et je crois c'est Anne qui m'appelle et qui me dit vas-y Cop, il va te rencontrer au Sénégal. Ouais, j'ai capté. Ouais, j'avoue. Prends un billet, tout ça, tu vas y aller. Ça veut dire comment ça Ouais, tu vas chanter. Tu vas aller chanter. Tu vas faire la fin du tour et tout avec lui et tout. J'ai dinguerie. Tu vois, ça veut dire qu'au moment où le son il sort et tout aussi, il se passe ça, frère. J'ai capté. Je suis dans une vraie effervescence. Je me dis d'art, ça tue. Et frérot, je me retrouve au Sénégal. J'arrive, 2h du matin, ils sont en train de tourner un clip dans un Tchex au Sénégal avec un de ces artistes 9 Africa. Et je rencontre Cop à ce moment-là. Tu vois, et j'arrive, je rencontre Cop à ce moment-là. Le soir même, on va en club et tout. Et là, on discute et tout, machin. Donc, tu vois, il y a le morceau 357, tout ça, c'était tout ça, en fait. Tu vois, il y avait aussi le morceau Retina avec SDM qui était sorti. Il y avait tout ça. Il y avait un vrai comeback vraiment lourd pour WAM, tu vois ce que je veux dire. Et que lui, il amène ça au moment où j'en étais dans ma vie, même de manière globale. Et ça allait après un moment plus loin que la musique. Moi, j'ai beaucoup appris en tournant avec lui. J'ai vu aussi ce que c'était être professionnel. J'ai compris tellement de choses, gros, parce que je voyais les trucs d'un prisme, moi. Tu vois, j'étais beaucoup en studio, en fait, tu vois, comme la plupart des artistes au début avant de sortir du studio. Et là, j'ai vu un truc totalement nouveau. Le professionnalisme, la rigueur, les shows, plein de choses qui, moi, j'avais pas accès à tout ça, tu vois. Et c'est vraiment grâce à lui, tout ça, tu vois. Et je m'en rappellerai toujours, tu vois, j'ai une anecdote de ouf, c'est on est en club au Sénégal, et t'as vu quand t'arrives, tu vas pas faire, tu vois, je regardais un peu, je dis, je vais pas mettre Kishta, tu vois. Donc je m'en rappelle, je me pose et tout, et je me dis, vas-y, on est en club. Et en fait, tu vois, j'analyse le truc, je vois, ça boit un verre vite fait, tu vois, c'est deux spies, c'est sérieux. Et le lendemain, frère, je reçois un message 7h du mat, à 15 minutes, on va à la salle. Dans 15 minutes, on va à la salle. Frérot, on était rentré à 4h30 du mat. 15 minutes à la salle. On y est. Boum, 7h du mat. Grosse séance de muscu. Machin. Je dis, putain, c'est lourd. Tu vois, parce qu'en fait, ça défend des valeurs que moi, je kiffe. Tu vois. La discipline. La discipline, le travail, la persévérance, le dépassement de soi et tout, machin. Et tous ces trucs-là, en fait, je parle au-delà de la musique, là, tu vois. Ça m'a mis un truc de... Vas-y, tu vois, moi, mon grand frère, il a pas forcément joué son rôle et tout. Et bah là, c'est comme si, tu vois, j'avais quelqu'un qui cache un petit peu ce rôle-là. Exactement, qui joue un peu ce rôle-là. Et ça fait du bien, frérot, quand toi, t'as tout fait tout seul, t'as la tête dans le guidon et tout, d'avoir un appui aérien à ce moment-là comme ça, c'est incroyable. Ouais, pas n'importe qui. Tu vois, c'est lourd, tu vois. Et on se comprenait dans plein de choses. Sur le fait de, voilà, ce qui s'était passé aussi dans ma carrière, tu vois, que les mecs, ils n'avaient pas perçu certains trucs, ou que d'autres, oui. Enfin bref, franchement, c'est... Tout ça, quand tu me parles du morceau 357, je pense à tout ça, moi. Au-delà du morceau 357, quand je l'ai fait, au moment où on l'a fait. C'est toute l'expérience autour de cette EP Retina qui a été... qui a changé ta vie. Voilà, qui a changé ma vie et qui est une super année pour moi, un super comeback. Et depuis, tout découle, tu vois, de ça. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien, honnêtement, ça tue. C'est lourd. Et on a beaucoup parlé de ta musique, mais moi, j'aimerais bien connaître un petit peu tes inspirations. Parce que j'ai l'impression que t'es très carré dans tout ce que tu fais musicalement. Ouais, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Tiens, et tu me dis ça. Parle-nous un petit peu de tes inspirations. Moi, de base, mes inspi, c'est toute la scène Toronto et tout. Tu vois. En tout cas, c'est ce que j'écoute. Merci. Tu vois, c'est toute la scène Toronto. The Weeknd, Pauline exactement, même un peu plus loin, les mecs comme Manila Grey, les mecs de Vancouver. Tu vois, tous ces trucs-là et tout. De base, ça, c'est la musique que je kiffe de fou, tu vois. Mais j'ai toujours eu un problème sur cette musique quand tu essayes de la transposer en version française sur l'écriture. Tu vois, j'ai eu un problème. Donc après aussi, je pense que maintenant, j'ai passé ce step de il y a ce que j'écoute et il y a ce que je fais. D'accord, ok. Tu vois, il y a ce que j'écoute et il y a ce que je fais. Et ça, c'est une grande différence. Et je pense que c'est un step que j'ai réussi à passer. Parce que dans ce que j'écoute, moi, en vrai, quand là, j'écoute mon prochain projet, il y a un monde. Tu vois ce que je veux dire
j'écoute des sons comme Anakin, comme machin, comme truc, ça sonne pas trop. Enfin, pas Toronto. forcément Toronto, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est pas vraiment des inspi, c'est ce que j'aime écouter, tu vois. Et moi, mes inspirations de base, c'est très simple. C'est un mélange de, comme ce que j'ai vécu avec mon daron, c'est un mélange de rap, un mélange de un peu de variété aussi à quel moment, tu vois, que j'ai remanié un peu au goût du jour et que moi, j'aime faire, tu vois. Moi, je pose beaucoup sans drum aussi au studio, sans batterie, je les rajoute après, tu vois. Donc, il y a tout ce truc-là, j'ai une manière de faire un peu particulière, donc c'est un mélange de plein de choses. Parce que moi, quand je pense à ta musique, je me dis que aujourd'hui, tu es quelqu'un qui chante avec une écriture de rappeur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que toi, tu te considères comme ça ou comment toi, tu verrais les choses? Ouais, ça peut être ça. Franchement, ça peut être ça. Honnêtement, ça peut être ça. Après, t'as vu sur un morceau comme, je sais pas, là, sur Uluwatu qu'on a sorti avant le projet, qui est un espèce de banger et tout. Pour moi, c'est un morceau de Peura tout court. Il y a un morceau comme Saint-Émilion dans l'album, c'est un morceau Peura, tu vois. Je sais pas ce truc, le freestyle que j'ai fait tout à l'heure, c'est un morceau Peura, tu vois. Donc l'ADN, elle est quand même rap. Elle reste rap. Mais je pense qu'elle est encore plus rap même maintenant. Je trouve que je suis beaucoup plus rap. Ouais, je trouve que je me sens plus rap maintenant. Après, ça dépend de ta définition du rap. T'as toujours un mec qui va écouter. On va rentrer dans des débats de. Juste que t'es très mélodique. C'est quelque chose que tu cultives. Un commentaire qui va pas. Alors pour moi, le rap n'est pas assez boom bap pour dire que c'est du rap. Parce que tu vois, il y a forcément un mec qui va nous sortir. Ça finit en débat Twitter après. Qui va nous casser la tête avec sa définition et sa vision du rap. Moi, le rap aujourd'hui, pour moi, il est pluriel. Ouais, c'est ça, c'est très divers. Dire, frère, tu vois. Mais la mélodie est omniprésente. Moi, c'est comme ça que je le vois, même si il va y avoir des fois où tu vas être vraiment rap, mais la mélodie, je trouve que c'est là où tu performes vraiment. C'est vrai, mais il y a des fois, j'ai su l'abandonner sur le projet. Je prends un morceau comme God Bless, les couplets, zéro mélodie, rap, très peu d'effets dans la voix devant, tout droit, tu vois. Et ça, avant, je le faisais plus du tout. Et là, je l'ai refait et ça me fait kiffer aussi de le faire, tu vois. Ça me permet de dire beaucoup de choses. C'est ça que j'aime. Et justement, dans God Bless, j'ai relevé quelques petites phrases qui sont intéressantes. À un moment, tu dis, faut que tu écrives bien, faut que tu fasses des vlogs, que tu cherches le gimmick pour que la traîne décolle. Et c'est vrai que ça représente un peu, pas l'économie, mais le développement des artistes actuels. Et toi, j'ai l'impression que, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu veux vraiment être un full artiste, tu vois, dans prendre soin des clips, la manière dont tu fais ta musique. Vraiment, le côté de... En même temps, on est quasi la même génération. On a grandi dans un truc qui est très artistique. Les plus jeunes, c'est plus, bon, moi, vas-y, je fais de la musique pour l'étal, je fais 2-3 TikTok et ça pète. Comment tu vois, toi, l'économie en ce moment de... Même le mouvement du rap français, tu vois, du game, ça peut être les médias, etc. Comment tu le vis? Et est-ce que toi, on t'a déjà dit, avant même que tu signes chez 9de, oh, faut que tu fasses des trends, oh, faut que tu changes ta musique pour ça. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues, toi? Moi, en vrai, comment je le vois? Moi, si tu veux, quand je parle de tout ça, je fais un constat. Ok, ouais. Si tu veux, t'as le droit d'être d'accord, pas d'accord, t'as le droit de dire, ah, mais lui, il dit ça, mais si demain, il a une trend, tu vois, ça sera le premier truc et tout. Moi, ma musique, c'est un constat sur un homme de 30 piges qui vit les choses dans le moment présent et qui analyse autour de lui avec sa vision, son mindset et son mental. Donc là, quand je dis, faut plus que t'écrives bien, faut que tu fasses des blogs, faut que tu cherches le gimmick pour que la traîne décolle, je te dis pas que ceux qui font ça, c'est mal. Je suis en train de te dire une réalité, tu vois. C'est que c'est une réalité. Après, ce que j'aime dire aussi, c'est que les règles du jeu, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça sert à rien de faire le vieux mec réac à être, tu vois, anti de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'amène. Les règles du jeu, elles sont ce qu'elles sont. Tu veux plus jouer, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de jouer. Parce qu'à un moment, en fait, si tu t'en sors pas avec ce truc-là, et tu peux rentrer dans une frustration, tu vois. Et je connais beaucoup de mecs avec qui j'ai fait de la musique et aujourd'hui ont 30 piges et sont juste aigris, frérot. Et c'est le seul truc qui se passe, tu vois. Donc, moi, je le décris parce que c'est un truc qui se passe dans la musique et c'est réel, tu vois. Et pour moi, ça mérite et ça pointe le truc, tu vois. Mais après, tu fais ce que tu veux, frérot. Le mec qui fait que ça et qui arrive à s'en sortir et qui fait économie, il fait vivre toute son équipe et une famille. Ouais, tu peux rien lui dire. Hein. Bravo. Ouais, bah oui. Bravo, mon ref, tu vois. Et après, c'est toi, est-ce que tu es à l'aise pour le faire et est-ce que quand tu le fais, c'est crédible, tu vois. C'est juste ça, en fait. Est-ce que tu es en accord avec toi-même quand tu le fais? Et c'est tout, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai TikTok, mec. Aujourd'hui, j'ai TikTok, frérot. Je poste des TikTok, tu vois. Je veux dire, après, à ma manière, à mon truc, c'est pas du tout mon réseau de prédilection. Mais voilà, exactement. Mais je suis dessus, frère. Tu vois. Je m'adapte aussi à un truc. Je sais pas, faut évoluer, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les artistes qui ont pas réussi à passer le cap, surtout au début des années 2010, qui ont commencé dans la même période que toi, c'est très souvent, comme tu disais,
des artistes un peu réac. Ouais. Il y a l'arrivée des réseaux sociaux, YouTube et compagnie, il y a des nouveaux formats qui se font. Et beaucoup d'artistes ne veulent pas passer ce cap-là, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans des habitudes des artistes qui les ont fait kiffer dans les années 2000 ou 90. On va faire un clip comme ça, on va pas passer par les réseaux, non mais TikTok c'est pas pour nous, etc. Et en fait, ils comprennent pas que le temps passe et que les choses évoluent. Et en fait, ça décolle pas pour eux, quoi. Ouais, mais après, t'es pas... Regarde, il y a des artistes que je kiffe, ils en font pas. Tu vois, et leur musique, elle marche aussi très bien et tout. Ça veut dire que je te dis, pour moi, t'as un choix de trucs et je pense que ça va beaucoup avec ton style de musique aussi. Oui. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là aussi. Ça va vraiment avec ton style de musique. Donc peut-être aussi sur ton album, il y a un son qui va pop sur ce truc-là. Toi, tu t'y attendais pas et tout, tu vois. Mais c'est une réalité. C'est important de le pointer. Je comprends aussi que ça fasse chier aussi certaines personnes. Ah oui, ça je peux tu comprendre. vois, parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu, tu vois, on avait une discussion avec mes gars la dernière fois et tout, où je disais, aujourd'hui, en fait, artiste, il y a un nouveau délire. Avant, la concurrence, elle était avec les artistes. Aujourd'hui, un artiste, il doit se taper avec les influenceurs. Merci, vrai, hein. merci. C'est-à-dire, je sais pas si tu te rends compte le délire. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, Vous êtes des créateurs de contenu. avant, il fallait faire le meilleur album. Ouais. Maintenant, il faut être le meilleur influenceur. Totalement. Ouais, là, je comprends que ça devient un peu compliqué pour certains. Parce qu'en fait, de base, c'était écrit que fallait que je progresse dans mes textes et dans mes flows. Tu vois. Et là, en fait, ce qui est très dur aujourd'hui, et on le ressent grave, moi, je trouve, dans le rap et tout, c'est qu'en fait, t'es plus en concurrence avec les mecs qui sortent des albums. Pour moi, t'es à l'ancienne si tu penses ça. T'es en partie en concurrence avec eux, mais la vie de ma mère, que t'es en concurrence avec les mecs qui scrollent toute la journée, qui t'envoient du contenu, qui te pètent la tête niveau dopamine. Totalement. Et t'imagines, pour choper des mecs aujourd'hui sur un album, où les mecs, ils doivent fermer les yeux, écouter ton album, vivre des émotions, réfléchir, penser, vibrer avec toi, alors qu'il n'y a pas forcément d'image, qu'il n'y a pas un truc qui lui éclate la gueule avec des énormes sous-titres dans la tronche. Et tu vois, et t'imagines ce truc-là? Parce que nous-mêmes, on est victime de ça, entre guillemets, tu vois. Exactement. Ouais, donc tu t'en as conscience. Et c'est de la faute, presque, j'ai envie de dire, de personne, frère. C'est fait comme ça. L'évolution. Et le truc, il est déjà là. Les cerveaux sont déjà contaminés, gros. C'est trop tard. Tu vois, ça veut dire que tu vas pas arriver avec un antidote magique et mettre la piqûre aux gens. On en est là. Ouais. Et c'est aussi la résultante de plein de choses. Et ce constat-là, je comprends aussi qu'il soit dur à avaler pour certains artistes. Même moi, des fois, regarde, là, je te disais sûr de moi, ouais, t'as vu, faut que tu écrives bien, faut que tu fasses des vlogs, je te fais un constat et tout. Mais moi, même des fois, j'y pense, gros. Tu vois. Moi, c'est ça que j'allais te demander, j'allais te dire. Vu que tu as fait le constat et tu es conscient que tu luttes face à ça, est-ce que du coup, ça te fait réfléchir à des stratégies que tu réadaptes tout en restant toi-même pour réussir à catcher l'attention? Est-ce que je lutte plus, je l'accepte. Ok. Tu vois, je lutte plus, je l'accepte. Elle est là la grande différence. J'accepte que ce soit comme ça et je tente, moi, avec mon truc, sans dénaturer mon truc, de aussi évoluer, frérot. Ouais, je comprends. De aussi évoluer. Mais c'est logique. Vois, ouais. pour moi, parce que si logique. tu restes dans ton truc à un voilà, moment... exactement, tu vois. Et il faut aussi bien faire la distinction. Les choses ont beaucoup changé là, cette dernière année, ces 2 dernières années, encore plus. Tu vois. Donc il y a des mecs aussi, ils arrivent. Et ils pensent qu'ils peuvent se positionner à la Laylo, à la machin, d'arriver, mais moi je suis mystérieux. Non, mais t'as capté. Je fais pas d'interview, je suis mystérieux. Fax, c'est grave. C'est-à-dire, en fait, moi, sachant que Laylo, il est là depuis 2012. Hein. Mais frérot, t'as capté. En plus, ces mecs-là, ils étaient là depuis 10 piges. C'est ça. J'écoutais du Hamza en 2011. Kilogramme Gang. Le premier groupe de Hamza, Kilogramme Gang. Je l'écoutais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ils se rendent pas compte parce que ils vont se dire, vas-y, je vais faire comme Laylo, comme PNL, je vais être mystérieux, pas faire d'interview, un seul clip, truc. Mais poto, gros, déjà, tout de suite. Déjà, t'es pas assez fort pour le faire. Déjà, parce que ça, c'est comme, tu vois, on avait une discussion avec Cop un jour, on parlait de mon projet Sextasy, c'était super intéressant. En fait, je parlais de l'image, la DA que j'avais truc. Il m'a dit, moi, j'ai compris ce que t'as voulu faire, frérot. Arriver, tac, machin, truc, machin, en mode de, tu vois. J'ai capté le truc. Mais tu t'es posé la question si les sons étaient assez forts pour le faire. Bah oui. T'as mis une claque quand t'as dit ça. Bah, mais tu vois, il a ce truc-là, parce que tu peux arriver comme ça. Mais mon ref, attention. Il faut que tu sois vraiment très très chaud. T'as vu, il faut que tu nous mettes la gifle que PNL nous a imposée. 2015. À tout ça. À PNL 2015, là, faut que tu nous la mettes comme ça. Pour qu'on accepte, t'as vu, ton style, ton truc et tout. Moi, je le ressens comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc, t'as tout ce truc-là qui fait que faut évoluer, faut évoluer avec son temps, c'est important. Mais le constat, il est important d'être noté, souligné, et après, il faut l'accepter ou pas, tu vois. Mais aujourd'hui, pour moi, les artistes, ils sont en concurrence avec autre chose aussi que la musique, tu vois. C'est ce que je ressens, tu vois. Non, mais je pense que tu as totalement raison. C'est un constat qui est plus que vrai, et c'est super intéressant qu'un artiste le dit. Parce que ce discours, je l'ai tenu il y a quelques épisodes de ça.
j'expliquais ce truc-là, c'est que y a beaucoup d'artistes qui vont avoir ce truc de on prend pas la parole. C'est le début de leur carrière. Tu vois, ils ont un petit buzz ou un hit. Si on va pas prendre la parole, on va être mystérieux, on va apparaître que à des endroits spécifiques, un endroit que Mouv adore, la Fashion Week, on apparaît qu'à des endroits comme ça. Et en fait, c'est dangereux pour l'artiste en lui-même parce que en fait c'est pas solide. Musicalement parlant, c'est bon, mais c'est pas encore au top. Et en fait, le truc de pas assez prendre la parole, à mon avis, ça met l'artiste dans une position compliquée parce que si ça marche pas comme ça doit marcher pour lui, peut-être qu'il va vouloir faire de la promo par la suite. Et là, ça va paraître trop chelou en termes d'image parce que le gars, pendant longtemps, il voulait être mystérieux et maintenant, tu vois, il décide de refaire de la promo, tu vois. Moi, je pense qu'au début, un artiste, quand il se développe, doit faire de la promo, doit jouer le jeu, tu vois, tu parlais des réseaux, etc., TikTok et compagnie. De ton côté, tu vas faire aussi des interviews et dès que tu arrives à un certain niveau, là, tu peux te permettre, en mode Kendrick Lamar, faire une interview tous les 5 ans ou quoi, tu vois. Mais je pense que ça se fait par étapes et je trouve que, tu vois, des artistes comme PNL ou quoi qui ont créé ce truc-là, ils s'en rendaient pas compte, mais en fait, ils ont influencé beaucoup de monde. Ouais, bien sûr. Et je pense que ça n'a pas forcément été une bonne influence pour eux parce que ça marche pour PNL, parce qu'ils communiquent à fond, en fait. Mais ça marche pas pour tout le monde. Ouais, de fou. Et c'est ça. C'est parce qu'ici, ils ont une manière de communiquer. En fait, il n'y a pas de non-communication. Ils communiquent tout le temps. En fait, il n'y a pas de non-communication. Totalement. Vraiment. Et même dans cette manière de se positionner aussi face au public, moi, je suis grave dans une autre vista. Tu vois, quand je suis arrivé au début et tout, j'étais peut-être plus dans celle-là. Tu vois, la toute première que tu décris. Mais j'ai appris aussi à... T'as vu là ce que j'ai kiffé quand on a envoyé Noura, les God Bless et tout. C'est des montages qu'on a fait, frère. Tu vois, avec des vrais trucs de vie. On a fait un séminaire en Indonésie, tout ça. T'as vu, on a mis des vrais trucs de vie, la manière de communiquer. Et ça, tu vois, les gens, ils kiffent. Et moi-même, ça me fait kiffer. Et c'est bien aussi, des fois, de relâcher sur ces choses-là. Si tu veux, Noura, il est fort. Hein. Il est fort. Tu vois, ça crée ça crée de la proximité avec tes fans. Et puis, c'est bon, ça va pas t'enlever non plus. Tu vois, faut arrêter. Tu vas pas perdre en aura parce que ce truc, et moi je trouve au contraire, de prouver que tu es capable de faire ça. Je suis d'accord avec toi. C'est lourd de fou, tu vois. Et quand tu as du texte aussi, c'est important parce que du coup, des fois, le texte il passe plus facilement. Je sais pas comment dire. S'il est pas, tu vois, avec une énorme image, machin et tout, le truc, ça met un. Là, il est direct, il t'attrape, tu vois. Et ça, je kiffe aussi le faire aujourd'hui. Donc, je dirais que moi, aujourd'hui, c'est un mélange des deux, tu vois. Mon sens de l'esthétisme, mon sens de ce que je trouve beau sur les clips, sur des photos, sur des posts que je kiffe, parce que ça aussi, j'adore. On va en parler. Je kiffe ça, tu vois. Et le côté aussi à côté où, vas-y, des fois, frérot, si j'ai envie de t'envoyer un truc monté à l'iPhone avec des images et tout, je le fais, frère, parce que je kiffe aussi et que le son s'y prête bien, tu vois. J'ai ce double truc. T'as bien raison, parce que je trouve que ce côté-là, authentique des images du quotidien, en termes de DA aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus impactant en termes de proximité, parce que tu vas faire une belle image, par exemple, que tu vas faire avec une équipe de prod, etc. Mais cette image-là, il y a une forme de distance. J'arrive pas trop à l'expliquer. C'est un truc que je ressens. Il y a une espèce de proximité, c'est presque artistique. Mais quand tu fais un truc comme ça où t'es avec tes gars, limite, ça inspire même plus les gens qui regardent. De fou. Parce qu'on se voit à ta place avec tes gars en train de rigoler, ça t'humanise, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi. Mais je pense que c'est important aussi. Nous, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Depuis que je suis chez 9-2i, des clips, j'en ai pas sorti 100, tu vois. On en a sorti quelques-uns, mais ils étaient timés, travaillés, tu vois, à un moment bien précis. Et à côté, on a fait de l'actu. Tu vois, j'ai envoyé des sommaires là, avant l'album, des trucs, j'ai envoyé des freestyles, j'ai envoyé des... Normal, frère, comme un mec qui est là et qui fait les trucs. Je vais pas me positionner en... Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas comme si... Pour moi, c'est mort, frère. Et les mecs aussi, comme je te disais tout à l'heure, il y en a, ils se positionnent comme ça et tout, mais t'as pas le buzz que certains ont, frérot. Merci. T'as pas le buzz que certains ont. Eux, ils l'ont fait à une autre époque. Et aujourd'hui, on sait aussi que la nostalgie, ça fonctionne. De fou. Donc, si t'as créé aussi une énorme fanbase, là, avant que les choses, elles changent, t'es plus relax. Mais 2 ans pour faire ton album et tout tranquille. Mais si t'as pas créé un truc solide avant que la période, elle change et que tout le monde soit en train de sniper, de scroller comme des zombies. Si t'as pas, toi, créé et comment tu l'attrapes? L'avant Covid, là. Faut bien que ta vidéo, elle rentre dans la... Non, mais tu vois, faut bien que ta vidéo, elle rentre dans la... Bien sûr. Que sinon, à un moment donné, t'es où? T'es nulle part. Parce que toi, tu penses que t'es comme les autres. Mais les autres, ils ont fait leurs armes, frérot. Ils sont double platine là, single d'or, single de machin. Toi, t'es encore dans le truc, tu dois le faire. Donc, tu dois te comporter comme un mec qui doit encore le faire. Totalement. Moi, quand j'ai signé chez 9-2i, j'ai reset, mec. Bien vu. J'ai reset mon mindset. Ça veut dire, et c'est là où j'ai recommencé. J'ai fait des freestyles. On avait sorti un son là qui s'appelait Fashion Week. Je l'ai freestyle, je l'ai truc. Frérot, vas-y, je dois le faire. T'as vu, c'est comme ça. Tu rentres dans un label, t'as SDM, t'as des mecs plus jeunes aussi qui arrivent, qui sont frais, qui sont nouveaux, t'as SDM qui cartonne tout, t'as un Green qui est trop fort, t'as un machin. Vas-y, frère, faut y aller. À pas la jouer en, tu vois. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en fait. Et j'ai reset, frère.
Et moi, pour moi, de toute façon, et je pense que je me comporterai toujours comme ça. Comme un mec qui est en train de le faire, qui a besoin de le faire, qui a un truc et tout. Je pense que ça, c'est un truc qui me lâchera jamais. Sinon, mieux vaut arrêter. Je pense vraiment c'est mieux. Ok. T'avais fait une punchline dessus, je suis obligé de revenir dessus parce que c'est la question que forcément les gens ils ont dû te poser aussi. Quand t'as signé, est-ce que t'as eu peur de te dire, est-ce que, comme tu le dis dans la punchline, Bellec après j'ai une embrouille avec lui ou pas? Il va peut-être me clasher. Non, franchement, quand j'ai signé, je me suis pas posé cette question-là, frérot. Okay. Je me suis pas posé cette question-là. Moi, ce qu'il faut voir, c'est que, comme je lui parlais pas forcément tous les jours et tout, mais en fait, ça faisait, tu vois, si tu prends le recul, ça faisait plusieurs années que déjà que j'avais eu contact avec lui et tout machin. Donc, pour moi, c'était fluide. Je pense qu'il y a vraiment un monde aussi entre ce que les gens peuvent percevoir de lui sur les réseaux et aussi, tu vois, lui dans le réel, dans le taf et tout machin. Parce que la casquette producteur, t'as vu, c'est un truc il met en avant en fait les sorties, tu vois, les sorties, les trucs et tout machin, mais il n'y a pas eu un inside. C'est pour ça, tu vois, tu m'as posé la question comment ça se passe au quotidien et tout machin et tout. Mais quand tu bosses avec lui dans l'inside, frérot, tu vois qu'en vrai c'est, vas-y frère, il y a pas de question à se poser et tout. Hein. T'as vu quand il est venu chez vous sur CKO, il a expliqué beaucoup de choses que personne savait, tu vois. J'ai vu beaucoup de gens aussi après réfléchir en mode. Ah, mais si on m'avait fait ça, dinguerie. Mais peut-être j'aurais fait pire en fait. Peut-être j'aurais truc et tout. Tu vois, il y a eu beaucoup de. J'ai vu moi les retours. Tu vois, parce que moi il y avait des histoires, je savais plus ou moins, tu vois. Et j'étais content aussi quand il a fait cette interview avec vous pour, tu vois, que les gens aussi comprennent que frère, des fois il y a rien sans rien. Il y a toujours une raison derrière un truc. Et la grande différence aussi, c'est que, comme tu as vu, c'est le dernier pour moi artiste en France qui fait vraiment fantasmer les gens, qui crée ce truc de star, tu vois, qui crée ce truc de... Il y a tout un truc, tu vois, autour de ça. Donc, en fait, la différence avec Cobb, c'est que vu qu'il est encore artiste, si tu veux, les histoires qu'il peut avoir en tant que producteur, en fait, elles deviennent publiques. Tu vois, par la force des choses, parce que lui-même, il est encore artiste, il produit des mecs qui, après, sont encore artistes et tout. Mais les histoires producteurs qu'il a Cobb, il y en a combien dans le game? T'en entends pas parler? Parce que vous êtes du game. Combien de fois tu parles avec des rappeurs, ils vont te raconter de dingueries, mais sauf que son DA ou son producteur, il a pas de réseaux sociaux, il est inconnu au bataillon, c'est vrai. Il a truc et tout, mais des problèmes entre producteurs et artistes, il y en a combien? C'est juste qu'eux, ils sont pas médiatisés, frérot. Et que les gens, vu que ces artistes-là et leurs producteurs, ils suscitent aucun fantasme et aucune attente, aucune hype autour d'eux et tout, bah tout le monde s'en bat les couilles. On se dit juste, bah ouais, il est plus signé là-bas, donc machin et tout. Mais c'est juste que t'as vu, 9-2, il y a une histoire. Il y a un truc autour de tout ça, tu vois, autour aussi de la carrière de Cobb, que ce soit producteur, artiste et tout. Et ça fait fantasmer les gens. Donc forcément, t'as l'impression que tu dis, mais ah ouais, putain, il y a embrouille, tout machin. Mais non, frère. En fait, ces embrouilles-là, nous, on connaît le game. On sait quand même, tu vois ce que je veux dire, qu'en fait, il y a une histoire, il y a quelque chose. Gros, tu vois, il y a un truc. Donc, non, je me suis pas forcément posé cette question-là, mais c'est vrai que je trouvais intéressant de reprendre la punch vu que tout le monde en parlait. De fou. Et d'en jouer, en fait. C'est bien joué, bien joué. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une signature là-bas, il y a toujours cette question qui revient, ce truc même avec SDM, je disais ça. Donc, c'était smart de ta part. Et je me suis dit, c'est lourd de le mettre. De mettre le truc, tu vois. Et ça, c'est comme... L'intro, je l'ai écrit comme ça aussi. Dans cette perspective. L'intro, je l'ai fait à la Anakin, je l'ai fait comme dans 8 Mile. Quand Eminem, il s'auto-clash, là, le dernier. Le mec, il lui donne le micro, il dit, tu vas dire quoi? Je t'ai tout dit, frère. Tu sais, je t'ai dit, j'ai bougé de Paris, ils m'ont isolé dans un trou en province, machin. Ça, c'était une réponse à ceux qui arrêtaient pas de dire, mais il vient d'où, nanani? En fait, non, mais moi, je le connaissais de trucs. Ta gueule, voilà. C'est là, j'ai écrit pour des artistes pétés. Ta gueule. Bien sûr qu'on va prendre parti pour nous, c'est Cobb qui a tout relancé. Track, machin. J'écris mon histoire, je volerai jamais celle des autres comme Gaston Bide, référence à mon truc sur validé, machin. Ça veut dire que. Mais justement, ce que t'as dit par rapport à Gaston Bide, c'est parce qu'il s'est inspiré un petit peu de ton histoire, on dirait, là, dans son truc. Moi, j'ai pas regardé à titre personnel, donc je sais pas. Mais c'était ça. Ah, t'as pas regardé validé? Non, j'ai pas regardé. En Covid, moi, j'ai regardé, hein, c'était Covid. Je vais le regarder, mais quand il y a une grosse hype, des fois, autour d'un truc, et je me dis que je vais regarder plus tard et c'est jamais arrivé. Mais... Ah, c'était le Covid, je galérais, tu connais. C'était plus. Ouais, je volerais plus mon histoire. Parce qu'en fait, par rapport à ça, c'était plus ce qui s'était passé par rapport un peu à valider. Moi, à l'époque, j'étais en indé, j'étais solo et tout. J'ai vu arriver le truc. Au début, on m'avait dit, ouais, regarde la série, tout ça, machin, ça compte. Parce que moi, j'étais le seul, en fait, qui avait fait un freestyle par téléphone qui avait fini sur Skyrock. C'était pas humain, ça, déjà. Dans un parcours, déjà, c'est bizarre, frère. Je te fais un freestyle au taf, je finis avec. Tu vois, parce que c'est un freestyle sur Skyrock et t'as gagné, ça t'a permis de faire quoi déjà? Non, pas du tout, j'ai rien gagné. Mais non, en fait, c'était mon boss de l'époque. Lui, ça se voit, toi, la radio, t'en bats les couilles. Moi, je t'ai connu sur Facebook, moi.
Ouais. Moi, je sais pas que c'est pareil. Non, mais ça, je l'avais déjà raconté plus ou moins. Concours et tout. Non, c'est un freestyle. Après, désolé, gros. Non, en fait, c'était parce que, en fait, si tu veux. Là, par contre, c'est vraiment je pas. bossais dans un magazine qui s'appelait US Rap News à un moment. Tu vois, il y avait un mec qui s'appelait Cédric Pistol. Et lui, il me disait. Et en fait, à la fin du taf, moi, je lâchais toujours des freestyles. Ok. On se mettait un peu de collage, tout ça. Tac, je balançais des freestyles. Il me dit. Mais t'as vu leur truc là, machin, sur Skyrock et tout le truc, tu devrais le faire et tout. Et lui, il avait le plan, tout ça. Et un soir, il me dit, vas-y, ce soir, tu vas le faire et tout, machin et tout. Tiens, moi, j'appelle, je fais le freestyle téléphone, mais le truc, il était à 20 minutes de chez Skyrock. Du coup, en fait, j'ai pu enchaîner après, aller au truc, et eux, ils ont repris ça pour valider. Mais moi, au début, je pensais pas qu'ils avaient repris le truc. Tu vois, j'étais même pas au courant. Donc, on me dit, regarde, c'est ton truc et tout. Et au bout de, franchement, 2-3 mois, je commence à regarder. Et au début, je me suis dit, le mec est smart. Au tout début, ça a commencé comme ça. C'est la punchline, là. Au début, je me suis dit, tout le monde parlait de faire une série dans le rap, personne l'a fait et tout. Franchement, au début, pourquoi pas? Ouais. Et donc après, ça me parlait de trucs, ouais, peut-être saison 2, nanani, nanana. Donc moi, je me suis dit, vas-y, frère, en vrai, peut-être j'ai un coup à jouer, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai toujours voulu faire aussi de l'acting et tout, machin. Grâce à Dieu, je n'ai pas été dans leur bail. Mais il y a un truc, en fait, où ce qui a commencé à me dégoûter, c'est que il y a un moment, en fait, du coup, moi, je parlais avec quelqu'un qui le connaissait, tout ça, ça me proposait des bails. J'ai rencontré une partie de l'équipe. Et ils m'ont pas respecté, frère. Ils m'ont proposé un rôle, je sais pas quoi, bah, truc, ça serait un truc de terroriste, machin, j'ai pas trop compris. Je te jure, frérot, je les ai vus dans un bar, je m'en rappelle à l'époque. Et donc, ça m'a refroidi. Et après, j'avais écouté un peu, j'entendais l'équipe, tu vois, comment ils parlaient des gens qu'ils avaient castés. Ah, on a casté ces deux gars-là, ces deux guignols, on va pouvoir se foutre de leur gueule, machin. Là, ça m'a fait baisser mon truc. Ah ouais, après, devant toi. Ouais, devant WAM, tu vois. Après, mais en fait, c'était plus ou moins devant WAM. En fait, il parlait de comment lui, il parlait des gens, tu vois, devant WAM, en fait. Ah ouais, puis t'as vu, quand on les a castés, l'autre, il a rigolé, il a dit ça et tout. J'ai commencé un peu à me méfier. Alors qu'au début, t'as vu, je me disais, vas-y, je vais en être. Je me suis dit, vas-y, c'est une opportunité, tu connais. Moi, j'ai la dalle, je ne de rien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a une opportunité qui se présente, vas-y. Si ça reste dans mes valeurs, dans mes trucs et tout. Et après, je me suis renseigné aussi sur le parcours du mec. Parce qu'il y avait plein de trucs que je savais pas, les trucs de Kaira Shopping et tout, de machin. J'ai vu 2-3 sketchs, je me suis dit, et c'est d'où ça vient la page. J'écris mon histoire, je volerai jamais celle des autres comme Gaston Beat. Parce que pour moi, c'est un mec, il a volé aussi beaucoup d'histoires, même dans son parcours et tout. Voilà, c'est mon avis. Tu vois, je donne comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, personnellement, je trouve que ce mec-là, en termes de réalisateur, quand je vois les 3/4 des réalisateurs qui crèvent la dalle et tout, j'aimerais bien savoir comment ils se retrouvent à des millions d'euros à faire un taxi. Quand je vois Taxi 1, Taxi 2, ça a quand même marqué un peu notre jeunesse. Ouais, Bien sûr. Je me demande comment ce mec-là, comment il fait un taxi avec des faux raccords et tout machin. Et il y a un moment, ça aussi, c'est un constat et c'est important de le poser et tout. Et c'est des choses que je me suis rendu compte en cours de route. Oui. Tu vois. Okay. Donc à un moment, ouais, un moment, non, en fait. Tu vois, ça truc, tu vois. Donc après, ça, c'est le truc de la saison 2, ça s'est pas fait et tout machin, ça s'est pas relancé. Moi, j'avais poussé un peu au début et tout machin. Et après, quand je me suis rendu compte de toutes ces étapes, j'écris mon histoire, je volerai jamais celle des autres comme Gaston Beat. C'est pour ça que je pourrais jamais faire ce genre de choses-là avec ces personnes-là, frérot. C'est tout. Ok. Et puis l'histoire m'a donné un peu raison, du coup, parce que j'ai là que je suis un peu compliqué. Voilà, donc du coup, Apache, c'est toi, quoi. Non, pas vraiment. C'est le mec qui fait un raccourci. Ouais, de fou. Donc on est en train de nous dire qu'en fait toute l'histoire c'est moi. Non, mais tu vois, t'as capté. Non, mais j'ai en gros, il y avait un petit truc comme ça et je trouvais que c'était marrant de trucs parce qu'il représente quelque chose. Contre lequel aussi moi dans mes valeurs je me bats un peu aussi avec le recul. Ce côté on sait pas trop pourquoi, frérot, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien le truc de t'es trop fort, tu mérites, donc aussi tu as, tu vois, il y a ce truc là et il a fait son parcours, il a réussi à faire son oseille, bravo à lui aussi, tu vois. Mais moi franchement frérot, en termes de réal et tout, c'est pas possible. Mais c'est vrai que je l'ai vu un peu comme toi le truc, parce que quand Validé s'est arrivé, moi j'étais content, je vois, tu vois, série sur le rap, etc. Attic, il y a des personnalités. C'est smart en vrai. Je dis vas-y, let's go, je regarde, je kiffe, je dis ah lourd et tout, non. Je kiffe, en plus c'est léger, ça se regarde tranquille, c'était le Covid, j'étais posé chez moi, je galérais. Vas-y, je dis cool. Et c'est en fait après, exactement comme toi, c'est après tu découvres un peu. Moi, je connaissais même pas vraiment Gaston Beat. J'avais jamais regardé les Kaira, les trucs. Je savais juste que quand j'entendais les Kaira, c'est quoi, c'est le truc avec le nain et le truc, je sais pas quoi. Je connaissais pas en fait, tu vois. Et c'est après, j'ai fait mon étude, j'ai vu, un peu comme toi, tous les backgrounds, le taxi, les histoires Bresson, etc. Et je me suis dit, mais c'est peut-être un culture vulture, entre guillemets, culture vulture, c'est peut-être un truc chelou là qui se passe là. Le frérot il est en train de faire un truc chelou en fait. Et c'est après coup tu vois que je me suis dit, oh
Mais au début, je te mens pas, j'étais comme moi. Si m'avait appelé valider 1, j'aurais été dedans, ça se trouve. Tu vois, il y en a beaucoup qui étaient comme ça, parce qu'au début, en fait, le move, il est smart. Il y en a plein aussi qu'il a rencontré au début et tout, t'inquiète pas, je sais bien. Il y en a plein aussi qu'il a rencontré qu'au début, on se disait, bah vas-y, c'est cool, il a lancé un élan, le truc et tout, faut qu'on enquille. On va enquiller dans ce truc-là. Mais en fait, non, ça, c'est une secte, c'est tout un truc, frérot. Cherche pas, et quand tu commences à gratter, donc au début, moi, t'as vu, un dé, tête dans le guidon. T'as eu cœur pur un peu, je me dis vas-y frérot, vas-y les gars, on va pousser, et carrément même, parce que t'as vu maintenant on a fait Ourika et tout, c'est-à-dire j'ai signé dans une agence de ciné et tout, et carrément sur saison 3 il m'avait proposé un truc et tout, je me dis t'es fou frère, mais t'es malade mec, jamais de la vie, jamais. On m'a toujours dit que le monde du cinéma était plus sombre que celui de la musique. T'es d'accord toi avec ça? Je sais pas, je l'ai pas assez côtoyé, pas assez fréquenté encore. Tu vois, j'ai pas eu assez d'expérience. J'ai fait une série sur Canal qui s'appelle 665, j'ai fait Ourika, là je suis en casting sur plein d'autres trucs, mais je l'ai pas assez côtoyé. Moi, ce que j'en retiens, c'est que j'ai vécu des super moments et une super expérience. C'est lourd. Et que ça m'a fait du bien de faire autre chose aussi que la musique. Et j'y ai mis la même rigueur comme j'ai pu, et j'espère avoir. L'acting, c'est vraiment un truc que tu veux développer. On t'a vu dans quelques rôles, comme tu disais, Ourika et 665. Ouais, donc forcément, par rapport à ma dégaine et tout, on me donne plus des cases sur des trucs de méchants et tout. T'es une dégaine de méchant, gros. Mais je sais pas pourquoi, frérot. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais je te jure. Parlons-en, putain. Je sais pas, en fait, t'as un côté malicieux un peu, tu sais. Je trouve pas, moi. Il a dit parlons-en, putain. Parlons-en, putain. Depuis ton arrivée, même, tu sais, l'esthétique et tout, je me dis, putain, mais toi, t'es un méchant. Dans des films de mafieux et tout, je te verrais grave bien, tu sais. Ouais, de fou. La Cosa Nostra, même les trucs, tu vois, à New York et tout, tu vois. Mais putain, j'ai autre chose en moi, mec. Putain, merde. Désolé. On n'arrive pas de voir ailleurs. J'ai autre chose à montrer, frère. Franchement, je pense que tu seras jamais le gentil dans les films. Par contre, je pense que tu peux vraiment être le méchant charismatique. C'est ouf, t'as découragé, là. Il a niqué tes... Jamais tu seras gentil. Il y a des trois qui écoutent, je suis mort dans le film. Il m'a niqué tous mes prochains rôles. Iconique le méchant. Moi franchement je pense que du côté du méchant il y a moyen de faire des trucs intéressants. Ouais. Mais même avec les tatous et tout, je pense que les gens de l'extérieur ils se disent lui j'ai un truc de méchant avec lui cool à faire. Mais moi je pense que tu serais étonné mec. Je pense que tu serais étonné. Et justement il y a un mec qui regarde qui se dit attends je vais le prendre à contre-courant. Moi je pense que tu serais étonné et tout parce que j'ai beaucoup. Tu vois le cinéma ça permet aussi d'exprimer d'autres formes d'émotions. Et j'ai beaucoup de choses en moi frère. Tu vois, j'ai beaucoup de choses en moi, j'ai beaucoup de choses à donner à un réal, et même encore au public, de manière globale, dans l'art et tout. J'ai beaucoup de choses à donner, frère. Tu dirais, toi, dans l'écriture de films, je te verrais bien faire un truc comme ça. Écrire des films et tout. Ouais. Allez, là-dedans. Ça, c'est encore un autre truc. Je vais déjà me concentrer sur ce que j'ai, frérot, parce que déjà, la tâche, elle est longue. voilà. Tu vois, t'as déjà, pas mal de choses. Déjà, là, la tâche, elle est longue. Là, il y a un nouveau truc aussi qui s'ouvre pour moi, c'est les festivals et tout. On commence à être booké. Lourd. On est booké aux Ardentes, on est booké à Woodstock à Lyon. Il y a une tournée aussi qui arrive. Il y a la Cigale le 6 décembre. Tu vois, il y a toutes ces choses-là aussi, ces nouvelles choses sur lesquelles il faut que je me concentre. J'ai envie de progresser aussi sur la scène. Tu vois, vraiment que les gens ils se prennent un vrai show. Et donner, mec. Là, j'ai envie de donner. Faut donner. Là, t'es dans une ascension. Faut donner. Et tout ça, le cinéma et tout, pour l'instant, c'est à côté. Je passe des trucs, j'y vais. Des fois, il y a des réponses positives, des fois négatives. La vie, frère. Genre, de toute façon, moi, je viens de la musique, donc maintenant, tu peux tout. Je peux voir beaucoup de choses. Tu vois. Et c'est pas pareil. Il y en a, tu vois, sur l'acting. Je comprends qu'un mec qui compte que ça sur l'acting pour manger, c'est trop dur. Tu vois. C'est trop dur. Tu vois, moi, j'ai cette chance d'avoir la musique. Vraiment dans les top acteurs. C'est dur, t'as vu. Surtout en plus en France et un marché encore plus fermé, tu vois. Fermé, frérot. Tu vois, c'est compliqué. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai passé un casting sur une série Amazon UK aussi, tu vois. Ok, lourd. Parce qu'il y a des réals aussi, mon profil. Quand tu sors de la France, ils kiffent. Ok, il y a ce truc-là aussi, je capte. Ah ouais, moi, je parle anglais, man. Tu vois, pourquoi je vais pas arriver. T'as raison, direct. Faut pas te limiter. Tu vois, je peux aller. Pourquoi on va se limiter tout le temps, tu vois. J'essaie de voir le truc. Vas-y, en France, ils ont du mal. Puis on va aller chercher ailleurs et après on regarde, tu vois. Et on parlait d'esthétique. La mode, c'est quelque chose qui est très important pour toi. En tout cas, je trouve. Tu vois, esthétiquement parlant, t'as toujours été dedans. C'est quelque chose qui limite, je t'aurais peut-être vu là-dedans, tu vois, dans la mode. Alors peut-être styliste ou autre chose. Je me trompe ou pas du tout? Je pense que tu te trompes un peu. Ok. Parce que, en fait, ça a toujours été, tu vois, là, ce que tu viens de dire, c'est une appréciation. D'accord. Pour moi, c'est normal. Tu vois, comment je m'habille et tout, c'est mes goûts, en fait. C'est, tu vois, ma vision de l'esthétisme, ma vision du truc et tout. Mais ça n'a jamais été le truc principal, tu vois, de sortir des flows, de machin, de trucs et tout. J'ai une vision de la mode, elle m'est propre, tu vois, elle est particulière, elle m'est propre et tout.
mais je suis moins axé que certains rappeurs sur ce côté esthétique, mode, et tout. Si demain je suis en Fashion Week, je sais reconnaître ce qu'est un beau défilé, je sais reconnaître une belle création, j'aime m'intéresser à ça, j'aime, tu vois. Mais c'est pas mon truc numéro 1 quotidien non plus, tu vois. Ok, d'accord. Vraiment, tu vois. Ok. Parce que moi dans l'esprit, t'arrives dans les 2015 par là. C'est la période aussi, il y a A$AP Rocky, Travis Scott, il y a une certaine esthétique qui s'installe dans le game. Et je me disais, tiens, c'est intéressant, c'est un artiste français qui est inspiré un peu par tout ce mouvement-là, avec finalement, tu vois, des styles beaucoup plus ouverts et beaucoup plus créatifs que les artistes d'avant. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc, lui aussi, il doit être à fond dans la mode. Mais... Non, mais si tu veux, j'aime vraiment et tout, mais si tu veux, quand je suis arrivé, j'ai cassé un truc. Ouais. C'est-à-dire que dans les codes, là, aujourd'hui, ça te paraît banal, mais t'as vu mettre un fut en cuir avec des Doc Martens non. Et un putain de manteau à fourrure et avoir les doigts tatoués, cheveux longs et d'un putain de grills. C'était spécial à l'époque. Tu peux me dire ce que tu veux, frérot. C'était spécial de fou. Je te laisse chercher en 2015 et 2016. Tu vois. D'où ma réflexion. Voilà. Ça veut dire que très vite, moi, j'ai imposé un truc. Moi, je kiffe les cuirs. Je kiffe, tu vois, les bonnes stevées, les trucs et tout. Tu vois. Ça, c'est vrai que j'ai amené ce truc-là. On va pas se mentir. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, ouais, j'ai une vision de la mode, mais elle m'est propre. Est-ce qu'elle fit aujourd'hui avec tout ce qui se fait et tout ce qui se crée, que ce soit en Fashion Week, en machin, en truc et tout? Je ne suis pas sûr de ça. J'ai une vision, elle m'est propre et j'ai toujours essayé de la maintenir. Mais j'aime aussi beaucoup ce côté plus relax aujourd'hui, d'être cool, d'être tranquille aussi. C'est aussi une partie de moi et je peux pas me l'enlever, tu vois. Il y a ces deux choses-là. Et moi, je le dis toujours, je te jure, j'ai vu Drake en festival un jour, il est arrivé, je te le dis, je le redis encore à chaque fois celle-là, mais survêt ta H&M, frère, une petite chaînette, il m'a mis une tarte. Tu vois, c'est à ce moment-là aussi, je le dis tout le temps, que j'ai compris que vas-y, frère, t'as vu l'outfit trop extravagant, il prend le dessus sur plein de trucs, mec. C'est vrai, hein. Tu vois, ça prend aussi le dessus sur plein de trucs, c'est un putain de filtre. Au bout d'un moment, et à la fin, on sait pas si t'es un clown, t'as un personnage ou si c'est vraiment toi. Tu vois, tellement c'est... Too much. C'est too much, tu vois. Donc j'essaye de doser. En fait, tu vois. Comment tu dis ça? On sent qu'il se Voilà, j'essaye de doser dans le truc. Il y a ce que j'aime et tout, et je pense que voilà, charisme des fois et tout, c'est lourd, ça suffit, c'est bien. Et c'est lourd. Et le cinéma t'apprend ça. Parce que le cinéma, tu choisis pas ton outfit. Tu choisis pas le texte que tu vas dire, tu choisis pas ton outfit. Et c'est un exercice super intéressant, tu vois, quand t'es artiste, parce que tu vas être habillé comme ça. Tu vois. Vous êtes sérieux, les sabbats, là? Vous êtes sûr, là? C'est truc. Non, mais c'est comme ça, frérot. Là, t'es pas dans un clip de rap. T'as pas compris. Le perso, on l'a vu comme ça, on l'a pensé comme ça, c'est tout. Allez, vas-y. Tu vois? Et ça, j'aime ça. C'est lourd. Ça, c'est lourd. Intéressant. De ouf. Non, c'était fort, hein, franchement. C'était fort, il y a beaucoup de choses. Là, je voulais peut-être aller un petit peu chez les Américains. On peut y aller. Ouais, non, parce que tu voulais aller aux US à un moment donné. Tout lâcher aller aux US. Tu voulais aller où? À LA, je suppose. Je te vois bien à LA. Bah ouais, on m'a toujours dit ça, mais figure-toi que j'ai fait que New York et Miami, mec. D'accord. Ouais. Ok. J'ai jamais fait LA. Bah, le jour où tu vas à LA, tu sais qui contacter. Ouais, c'est vrai que toi, t'es grave. Moi, je suis très LA. T'es grave là-dedans. Ouais, je suis très LA. Ok, t'as vécu là-bas? Ouais, j'ai fait un petit moment là-bas. Ok. Un petit moment, il est toujours. Ouais, il est limite de Watts. C'est ma deuxième ville. Et du coup, tu voulais aller là-bas, pourquoi? Bah parce que ma sœur, je t'ai dit à un moment, elle y était. Et quand je faisais des allers-retours, tu sais, je restais le 3 mois là, le temps du visa et tout. Le temps de l'Esta là. Le temps de l'Esta, toujours au dernier moment, tu dis, allez, je reste sans papier, je m'en bats les couilles. C'est l'Esta, il fait cet épée là. Quand t'arrives au bout de 3 mois, tu fais, je me marierai, ça va le faire. Je suis sorti à penser. Moi, j'y ai déjà pensé aussi à l'époque. Non, mais moi, j'ai vraiment pensé. Non, franchement, moi, j'avais rencontré une Vénézuélienne. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. J'avais rencontré une Vénézuélienne, elle avait les papiers et tout. Ouais, t'as gros kiff et tout. Et elle me dit, reste, on se marie et tout. Ah ouais? Putain, pourquoi pas en vrai et tout, ça peut être lourd et tout. Et non, je suis rentré, mec. La réalité, c'est que je suis rentré, j'ai pas passé ce cap-là, mais j'ai bien fait de rentrer parce que ça m'a permis aussi de. Ah ouais, aujourd'hui, t'en es là. Exactement. Donc j'ai bien fait, mais ouais. Ça se trouve, je serais bloqué avec elle. Elle t'aurait fait des crises. Ouais, ça aurait été compliqué. Tu finis en geôle là-bas, tu sais. La triste carrière. Non, vraiment. Ou alors t'aurais percé aux US. Je pense pas, parce que moi, mon truc, c'est quand même l'écriture en français, on va pas se mentir. C'est vrai, la maîtrise de l'écriture en français. Mais j'ai eu ces interrogations-là, mais moi, c'était surtout parce que je voyais ce que ma sœur était en train de faire
faire là-bas. Okay. Elle était dans la coiffure et tout, machin. Je voyais que ça se passait bien pour elle et tout. Et elle me parlait d'opportunités, de trucs de business qu'il y avait à faire et tout. Donc moi, je la sentais plus comme ça. Et quand j'allais là-bas, au niveau de la mentalité et tout, j'avais l'impression que les gens me prenaient moins pour un fou. Oui, tu vois, à ce niveau-là, c'est souvent ça que le niveau artistique, entrepreneuriat, ils sont très ouverts en fait. Tu vois, en fait, je balançais des visions et tout, et c'est vrai qu'à Paname et tout, surtout à l'époque, les gens me regardaient, mais c'est sûr, complètement taré, il est glacé ou quoi, il est complètement taré. Tu vois, j'avais des trucs comme ça. Non mais lui, il est sous drogue, laisse tomber, frérot, c'est un fou. Je suis vraiment comme ça, frérot. Tu me racontes, je prends rien, mec. Tu vois, j'avais ce truc-là. Et quand j'arrivais là-bas, en fait, la discussion était banale. C'était normal, frère. Mais moi, je pense que tu devrais aussi faire ça. Et toi, tu les prenais pour des fous. Mais moi, ils sont fous en fait. Mais là, c'était fou, tu vois. Donc, moi, le plus fou de Paname, je me retrouvais là-bas, j'étais le mec le plus lambda. Ouais, normal, frérot. Bon, sinon, vas-y, on fait le son, t'as vu, on enchaîne. Je trouvais ça lourd. Et du coup, ça m'a mis une claque. Et le voyage, de toute façon, ça te met toujours une claque. C'est ça, et moi, j'ai eu cette chance de beaucoup bouger, de voyager, de pas vivre aussi qu'à Paris. Ça m'a fait du bien. Parce que je vois la différence avec mes zincs, avec mes potes aussi qui sont restés que à Paris et tout. Et ça a pris plus de temps pour certains trucs. Tu sais, quand je tournais des clips au début, là, dans le 12e, je l'en rappelle au brick, les gens ils me voyaient, c'est complètement taré celui-là et tout machin. Et maintenant qu'ils voient aussi que les choses se passent, qu'il y a eu plein de trucs et tout, il y a du respect. Tu vois, là, quand je retourne voir ma mère et tout, ça me fait grave plaisir de recroiser des gens. Et il y a du respect. Et ça, pour moi, c'est des trucs, ça me touche. Je me dis, putain, moi, tu vois, j'ai jamais fait de la musique pour plaire à mes potes. Et j'ai fait des choix artistiques que eux-mêmes aimaient pas. Tu vois, quand j'ai fait des Portes Dorées 103, je faisais des sons comme Stone, je chantais faux, sans autotune, des trucs de chez Père et tout. Je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer. Je me suis dit, je vais aller conquérir un public. Et peut-être que mon public, c'est peut-être pas mes potes, en fait, pour l'instant. C'est très smart d'avoir pensé à ça. Et moi, j'ai toujours fait comme ça, mais c'est grave dur, gros. C'est grave dur parce qu'au début, t'as aucun moyen jugé et tout, par tes proches, tu les fais chez Watt, machin et tout, tu vois. Et puis, tu vois, ça donne pas la sephore et tout. Et quand j'ai vu, on a fait la Gaieté Lyrique, quand on avait sorti après Retina et tout, on fait une Gaieté Lyrique. Et tu sais, je m'en rappelle, il y avait tous les mecs qui étaient là et tout, qui étaient venus, qui s'ambiançaient sur le projet que j'avais sorti, Anédonie et tout, machin. Et ça, c'est une victoire. Elle est pour moi, elle est personnelle. Mais ça, c'est fort, mec. Tu vois, je me dis, putain, avec les années et tout, ils ont compris qu'en fait, j'avais une vista. Et eux, ils comprennent. Les autres, ils vont comprendre fois 1000. Fois 1000, ils vont comprendre. C'est sûr que ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. La période de l'entre-deux, entre le moment où t'es ultra créatif, ultra chez père, mais qu'en même temps, t'as pas rencontré ton public et que t'as pas d'argent. C'est très chaud. C'est souvent là où les gens ils lâchent. C'est exactement ça. C'est souvent là où les gens ils lâchent. C'est là où il faut pas lâcher. Parce que et pour moi la dinguerie c'est que quand t'es dans cette position là, pour moi tu sors un morceau, t'es chez Père, en plus t'as fait le clip parce que t'es vraiment chez Père. Donc les gens te voient. Moi pour moi c'est ok, à partir de là j'ai intérêt à percer et ils vont comprendre. Si tu perces pas, à mon avis là t'es vraiment le mec chez Père qui a fait un truc chelou. De fou. Du coup là t'es pas t'es cuit. cuit. Mais tu vois sur cette notion aussi de ses pairs, c'est archi intéressant comme aussi moi ma notion de ses pairs elle a changé. Tu vois, là aujourd'hui je vis des trucs que jamais je pensais vivre et tout, c'est-à-dire que comme je disais toujours, tu vois, moi ma daronne elle arrivait en France, mec, elle est femme de chambre de base et en fait arrivée en France, frérot, et faire le ménage, elle avait ses pères. Donc en fait ce que je veux dire c'est que ce truc de ses pères, on a un peu ce mot maintenant à la bouche un peu facile, mais c'est quoi ses pères, frère? Tu vois, moi personne à l'autre ça change. Moi je sais même, tu vois, des fois je me pose la question et là par exemple dans le système où je suis et tout, moi là ce qui me ferait trop plaisir, moi, je vis de ma passion, j'en suis trop fier. Je pense que je fais partie des 0,5% des gens qui vivent leur passion depuis 2016, mec. Tu vois. Et ça, pour moi, ça me fait kiffer déjà. Ça, pour moi, c'est père. C'est une victoire. Moi, déjà, mec, je fais de la musique tous les jours. C'est une dinguerie, frère. Donc déjà, des fois, je vois des trucs sur Twitter et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont perchés, les mecs. Mais ils se rendent compte de ce que c'est, mec, d'arriver à vivre de sa passion en 2025 quand tu fais de la zikmut, t'essayes de distribuer des émotions aux gens et tout. Mais ils sont complètement tarés, frère. Moi, c'est incroyable, frérot, ce que je vis. J'en suis trop content, j'en suis trop fier. Mais moi, maintenant, là, ce qui m'intéresse, c'est que je veux redistribuer auprès de mes proches. Tu vois, je veux que toute mon équipe vive de mon projet. Je veux rentrer dans un bail où je peux faire des virements de je sais pas combien de cas à ma daronne. Tiens, tu vois, prends un truc et tout machin. Je suis dans le next step du truc. C'est là où moi je veux arriver, tu vois. Et là, je vais souffler parce que ce qui me fait kiffer aussi, c'est de faire kiffer les gens autour de moi, tu vois. C'est lourd. Et ça,
Ça, c'est un truc important. Et ça, c'est un truc qui est hip-hop pour moi. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui est hip-hop. Donc, ouais, ma musique, elle est chantée. Ouais, mon truc. Mais mon ADN, il restera toujours hip-hop pour ça, frérot. Et même si dans 10 piges, je te sors un album où je chante sur les libellules ou je sais pas quoi, et bah, il y aura toujours ce truc-là. Et ça, pour moi, c'est l'ADN. Moi, je suis fan de Andre 2000. Frérot. On est bon ou pas? Frérot. Tu vois ce que je veux dire? Gros, ça reste hip-hop. Donc, il fait de la flûte. C'est là, mais non, mais tu vois. Il a fait Love Below. Mais c'est ça. Et c'est ça, moi, en fait, le truc le plus important. Et là, je suis dans ce nouveau truc-là, tu vois. Et c'est ça qui me fait kiffer et qui m'anime, gros. On en est là, tu vois. Waouh. Oh, c'est fort, hein. Il a bien terminé son interview et il a prévu. Hein, non, il a envoyé la punchline de fin. Non, mais t'es en freestyle. Je suis en freestyle total, mec. Non, la punchline de fin est bonne. Mais c'est le mindset, en vrai, je pense qu'on est dans le même mindset. Sur ça, sur tout. Donc, on te comprend à 100%. En vrai. Je pense que c'est ça, les gars. Tu vois, tu connais, quand toi déjà t'arrives à t'en sortir, elle est belle. Mais putain, quand t'enclenches la deuxième étape. Alors là, elle est magnifique. Mais je pense que le mot d'ordre de cette discussion, ça restera quand même la passion, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est ce que je ressens le plus quand tu parles, quand tu t'exprimes, quand tu es passionné. Il y a un feu qui brûle en toi. Et en vrai, ce qui nous a fait faire ce projet, c'est la passion. En vrai, de fou. Il y a que ça, en vrai, qui... Pas la passion, plein de trucs, mais la passion en premier, tu vois. Oui. De toute façon, quand tu montes un média, de toute façon, si tu penses à l'argent. Mais vous, regarde, ça fait des années que. Si tu fais ça. Vos contenus, on les connaît depuis des années aussi. T'as capté ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas arriver et t'improviser dans un truc. C'est vrai. Ça marche pas comme ça. On nous a laissé penser ça avec certaines fraudes qui sont arrivées parce qu'ils avaient du following. Ils arrivent à... Mais la réalité, mon ref, c'est quoi? Elle est là, la réalité. C'est que t'as vu, tu parlais de l'ombre qu'on a vu à l'ancienne et tout, mais t'as vu, avant de commencer, je t'ai dit, mais t'avais déjà un média. C'est ça, exactement. Même toi, ça fait combien de temps que tu fais 2010, des vidéos, les vidéos de sont quali, quel truc. Et bah tout ça, c'est pareil. Tu vois, il y a ce truc-là. Je trouve qu'on est dans cette époque-là où les gens qui travaillent et qui méritent, ils arrivent à obtenir. Et même si tu n'arrives pas à obtenir, peut-être ce que tu avais prévu là, tout en haut, ce que tu arrives à obtenir, c'est déjà très bien, gros. C'est vrai. C'est déjà fort. C'est très fort. On te souhaite le meilleur en tout cas là. Merci vraiment, les gars, pour cette sortie d'album là, on te souhaite le meilleur. Noura, let's go. Vraiment, on peut te suivre où sur les réseaux? Surtout, mec, Ski Vision sur Insta, Ski Music partout. Noura, c'est là. Let's go. C'est go, on y va quoi. Go. Ça tue. Ski, merci beaucoup. Merci les gars, merci à vous. C'était fort, frère. Merci beaucoup. Alors n'oubliez pas de nous suivre, ok? Donc tous les réseaux sont dans la description. Les réseaux de Ski également apparaissent à l'écran là, vous les voyez, ok? Et sinon, Sikeo est disponible sur toutes les plateformes de streaming, en particulier sur Spotify. Allez voir, le lien est aussi dans la description. Et sur le premier commentaire, c'était Husky, Move et qui est Balou. Et moi-même, Chris Iconic. Cheers.